bonsoir à toutes et tous pour ce premier épisode. On espère qu'il y en aura beaucoup de quelques bières avec. Si vous avez bien lu le sous-titre qu'il y avait sous l'annonce, c'est Anthropocène, basculement, questions environnementales et bière locale. Questions environnementales et bière locale, à mon avis, on ne va pas épiloguer là-dessus très longtemps. Tout le monde voit bien ce que c'est, surtout les bières locales, j'imagine. La rule ce soir. Actuellement, le premier facteur de modification de l'environnement, c'est l'humain. Anthropocène, l'époque de l'homme. C'est un mot qui a l'air savant et qui masque aussi beaucoup de choses, parce que Anthropocène, ça voudrait dire qu'il y a une humanité responsable de tout ce qui se passe maintenant, alors qu'on sait très bien qu'il y a énormément d'inégalités sur la planète et que nous ne sommes pas tous responsables de la même manière des défis environnementaux qui arrivent. Alors on peut appeler ça capitalocène pour le capitalisme, on en parlera avec Bruno. Thermocène, brûler du pétrole, ça peut être ça aussi. Il y a encore débat sur le nom précis. J'en profite, parce que j'ai oublié de le faire, pourtant j'ai fait des fiches, pour remercier plein de gens qui ont contribué à cette soirée. D'abord, les gens qui nous filment, il y a Étienne et Alex qui sont aux caméras. J'aimerais aussi remercier Jeff qui est au son et aux lumières. Merci Jeff. Remercier nos étudiants qui vont être à votre service ce soir, soyez sympas avec eux. Ils ne sont pas bien payés, vous pouvez leur laisser une petite dringuelle. Mon épouse, évidemment, avec qui j'ai créé Les Joyeux Résistants il y a 4 ou 5 ans. Mon étincelle, comme on dit, et qui nous a bien aidés, merci beaucoup. Je regarde si j'ai oublié personne. Greg de la Rule, enfin Grégory Verels, je l'appelle tout le temps Greg de la Rule, parce que je le connais bien, qui est partenaire ce soir pour nous fournir ces excellentes bières locales. Évidemment, la Maison de la Culture d'Arlon qui nous accueille. Et alors, je voudrais remercier 2 personnes vraiment en particulier qui se sont démenées pour que cette soirée soit un succès. Elles n'ont pas arrêté pendant au moins 2 semaines, 3 semaines, depuis plus d'1 mois. C'est Christelle et Hélène, Christelle de Luxembourg Créative et Hélène de la Maison de la Culture. Je voudrais qu'on les applaudisse. Et comme il est d'usage, 2 petites plantes sauvées de l'incinérateur. C'est quelqu'un qui habite à Neuchâteau, qui récupère les plantes que les supermarchés vont jeter. Il les remet en état et après il les met à disposition des gens. Donc ce sont des plantes d'occasion, mais de qualité. C'est pas mal, quoi. On va dire. Bref, on parlait d'Anthropocène. Après Anthropocène, il y a aussi basculement. Basculement, c'est peut-être plus compliqué parce que certaines personnes nous parlent aujourd'hui de transition. La transition peut laisser entendre que c'est sur un temps long, doucement, par étapes progressives, sans qu'on le sente vraiment. Et d'autres qui nous parlent d'effondrement, qui peut laisser penser que tout s'effondre d'un coup. C'est le 4 juillet 2052 à 7h22. Voilà, ce sont des notions qui sont un peu imprécises. Moi, je préfère le terme de basculement. Et on va en parler, je pense, longuement avec Bruno. Nous sommes aujourd'hui face à des défis environnementaux, énergétiques, climatiques, biodiversité, acidification des océans, perturbation du cycle de l'azote, du phosphore, et j'en passe, qui vont nous obliger à sans doute revoir certains pans de notre société, tous ensemble. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, en tout cas qui n'est pas assez sur la table, qui n'est pas assez débattu. Et l'idée de quelques bières avec, c'est justement de permettre de mettre ça sur la place publique, de confronter les idées, de provoquer le débat, et en tout cas de pouvoir en parler tous ensemble, parce qu'il faut qu'on s'organise tous ensemble pour demain. Et donc partons sur quelqu'un qui est un intellectuel de premier bord pour ce premier épisode. Merci de jouer le cobaye d'ailleurs pour ce premier épisode. Économiste de renom, financier, professeur d'université, et il a écrit près de 90 ouvrages, j'espère que je ne me trompe pas, qui parlent d'économie, de néolibéralisme, de capitalisme, et son dernier ouvrage, j'avoue que c'est le premier que je lis de lui, donc je suis un peu honteux, mais tout de même. Une brûlante inquiétude est la raison pour laquelle on a décidé de l'inviter ce soir, parce que ça parle précisément de tout ce que je viens de vous parler, mais pas que. Je vous prie d'accueillir Bruno Coleman. Je ne peux pas avoir trop de lumière dans les yeux, donc je peux me mettre là. Oh, d'accord. Attendez, parce que j'ai un problème, je ne peux pas avoir trop de lumière dans les yeux. On ne pourrait pas baisser un tout petit peu le spot qu'il y a là? C'est possible, ça? Non? Ouais, c'est un peu beaucoup. Voilà. C'est mieux? Voilà, ça va mieux. Merci Bruno de nous rejoindre pour cette première soirée, de nous servir de cobaye. C'est très gentil de ta part. Avant de commencer, on va commander une bière. Oui. Qu'est-ce que tu bois?
Plutôt de la brune, s'il y a. Mais Ah, bah ce sera de la blonde alors, c'est pas malheureusement. blond, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 rules blondes, s'il vous plaît? Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. J'aimerais d'abord qu'on fasse un petit peu connaissance. Qui est Bruno Coleman? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire qui seraient utiles pour ce soir? Quelles sont tes valeurs, ce qui t'anime et qui te font te lever le matin? D'abord, merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Et puis il y a quelques personnes que je connais un peu mieux dans la salle que je salue de manière un peu privilégiée. Bon, moi, c'est qui? Je suis un type de 62 ans. Je suis né à Nivelles. J'ai grandi à Braine-l'Alleud pendant 30 ans. Et je vis à Bruxelles maintenant depuis une trentaine d'années. En fait, ce qui m'anime tous les matins, c'est étrange. C'est le fait... j'ai une passion, c'est l'écriture. J'adore écrire. Et j'adore écrire en économie, en poésie, en humour. J'ai fait un livre avec Pierre Kroll, par exemple, d'humour il y a quelques années. Et en fait, le fait de travailler en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai travaillé dans ma vie parce qu'il fallait quand même bien gagner sa vie, mais dans le fond, je n'en ai tiré aucune satisfaction, aucun intérêt, aucune joie, aucun bon souvenir. Je suis passé dans la vie comme ça, professionnelle, mais sans m'agripper. Parce que depuis le début de ma carrière, ce que je veux faire, c'est écrire, donner des cours à l'université. Et donc, très jeune, j'avais, je crois, 30 ans, je suis devenu chroniqueur à l'Écho. Donc j'étais le plus jeune, je crois le plus ancien d'ailleurs depuis. Merci. Oh. Et merci beaucoup. Et en fait, c'est ce qui a animé ma vie. Dans tous les coups durs de ma vie, dans tous les problèmes que j'ai pu avoir, des divorces ou des choses comme ça, enfin plein de choses qui peuvent arriver, ce qui m'a toujours tenu ensemble, c'est me concentrer dans l'écriture. Voilà. Et donc de partager cette connaissance, parce qu'écrire, c'est aussi un acte de courage. Il faut être capable de se mettre en vulnérabilité, de se faire critiquer. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pris de droit d'auteur sur aucune publication. Parce que je n'ai pas voulu faire de l'argent avec de la connaissance. Et donc je me suis mis dans un cycle de résonance avec les personnes qui me lisent, qui m'écoutent. Et finalement, c'est ça qui me fait vivre. Voilà, ça c'est la synthèse de ma vie. Après, tout le reste, oui, j'ai une fille de 23 ans qui est bien sur l'amour de ma vie, mais ça, ce sont des choses dont on n'a pas à parler ici. C'est un peu différent. Merci beaucoup. Et je te propose qu'on fasse santé. Ça c'est sûr. À la tienne. Santé. Santé. J'adore ce concept. On m'a dit que les Arlonnais, c'était des sacrés poteurs. Et c'est le week-end des fêtes du métro, donc tu vas voir. Une de mes grandes amies s'appelle Rachel Feller, dont la famille possédait d'ailleurs, dont la marque vient de Feller. Alors nous, ce qui nous a décidé à t'inviter, c'est ton bouquin, Une brûlante inquiétude, chez Renaissance du livre, préface de Thomas Dermine. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu honteux, c'est le premier bouquin que je lis de toi. Tout simplement parce que j'ai toujours été plutôt orienté critique, capitalisme et néolibéralisme, oui, etc. Donc je ne m'intéressais pas trop à ce que tu écrivais, malgré que j'ai lu des articles et quelques écrits de toi dans la presse. Et donc, en fait, ton bouquin, je l'ai dévoré. Et j'aimerais, pour introduire cette petite conférence débat, lire un tout petit extrait qui m'a frappé, parce que j'ai trouvé ton livre, en fait, assez violent. Il est très violent. Ça confirme. Alors, je lis. Au terme de 40 années d'économie de marché, je réalise que pour le climat, l'énergie, la protection du pouvoir d'achat et le respect des équilibres sociaux, le néolibéralisme anglo-saxon était une prostituée, un triste mensonge, une illusion manipulée. On y va. Alors je continue. Et lorsque je relis les postulats du néolibéralisme des années 80, promus par une technocratie spéculative, auquel j'ai pourtant cru, je me dis aujourd'hui, quelle vulgarité intellectuelle, quelle pauvreté de la pensée. Au reste, je crois que nous avons trop vite cédé à l'idée que l'économie de marché entraînait l'atrophie des conflits sociaux, comme si la pseudo-démocratisation du capitalisme anglo-saxon avait dilué les classes sociales et les idéologies. C'était une imposture. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes à écrire ce genre de choses? D'abord, je n'ai pas écrit ce livre avec émotion, je l'ai écrit avec réflexion. Et c'est le troisième d'une trilogie. En fait, je suis un type qui a commencé ses études en 79 à l'ULB. Et 79, c'était l'émergence de Margaret Thatcher. 80, c'est Reagan. Et je me souviens du lendemain où Reagan a été élu, on a tous senti un malaise à l'université. On savait que quelque chose d'important, mais on ne savait pas quoi, était en train de se passer. Et en fait, ayant une grand-mère américaine, ayant moi-même étudié aux États-Unis, ce système néolibéral, qu'on a rapidement appelé l'économie de marché, a semblé très simple à comprendre. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'une règle, c'était la loi de l'offre et la demande, pour tout.
Et donc, en fait, il ne fallait pas s'intéresser à l'environnement, au social, à rien du tout. Il fallait juste se dire, il fallait juste comprendre comment est-ce qu'on valorisait les biens, les services et le travail. C'est tout. Donc c'est simple comme raisonnement. Il n'y a pas d'idéologie, c'est mécanique. Et pour aller plus loin que ce qui a été écrit ici, dans les années 70 et 60, il y a quelques chercheurs américains qui ont dit les marchés sont efficients. D'abord, on a commencé à parler du marché des capitaux, ça peut se concevoir. On a parlé du marché du travail, ce qui est très bizarre, parce qu'il n'y a pas de marché de travail. Il y a des humains, mais on n'est pas substituables les uns aux autres, hein, on n'est pas des clones. Mais des chercheurs américains ont dit, dans le domaine de la finance, mais on a transposé ça à tout, on a dit les marchés sont efficients. Vous avez déjà entendu ce mot-là, efficient. Ça veut dire quoi, le marché est efficient? Ça veut dire que le marché, à tout moment, donne le juste prix pour quelque chose. Parce que le marché, qui englobe tous les acteurs du monde, c'est mieux qu'une personne en particulier. Et toute l'information du monde étant manipulée par ce marché, vous ne pouvez jamais, comme on le dit souvent, battre le marché. Vous ne pouvez pas avoir raison contre quelque chose dans lequel vous êtes englobé. Donc vous êtes dans le marché, donc vous ne pouvez pas vous dire « je sors du marché », c'est-à-dire je sors de moi-même pour dire que j'ai raison par rapport au marché. Et donc c'est très très subtil cette histoire. Et donc on a appliqué ça dans le domaine financier. Alors c'est prouvé, pas prouvé, on s'en fout, c'est pas important. Mais donc quand on part de l'idée que le marché c'est mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute orientation politique, sociale ou autre, est disqualifiée par un marché qui sait mieux ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça le néolibéralisme. Ce n'est pas simplement une vague idéologie un peu poussiéreuse, un peu vulgaire, ça date d'il y a 2 siècles, hein, le libéralisme. C'est simplement l'idée qu'en fait, il y a une suprématie de l'inconnu de ce magma du marché sur l'action politique. Et ce qui s'est passé dans nos sociétés européennes, mais dans d'autres régions du monde, c'est qu'en fait, le pouvoir politique lui-même s'est subordonné au marché. Il a accommodé le marché. D'ailleurs, on a dépolitisé nos sociétés. Oui, bien sûr, on a des débats politiques maintenant, mais totalement accessoires et infimes, microscopiques, homéopathiques, par rapport à la réalité de cette économie de marché. Et donc, venant d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni plutôt, des États-Unis, il y a ce courant qui est arrivé. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? D'abord parce que je suis sorti de la vie professionnelle bancaire, qui m'insupportait, j'en pouvais plus, mais parce que j'ai voulu aussi faire un point d'arrêt de ma pensée. En disant, mais voilà, je ne vais pas écrire un livre rapidement, comme ça, on peut écrire des livres vite, hein. D'habitude, un livre, c'est 300 heures. Ici, c'était 700 heures, c'est beaucoup plus de temps. Et j'ai pris du temps à l'écrire, en posant des questions, et surtout en le co-construisant avec des réseaux sociaux. Donc il y a des parties entières du livre qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, avant d'être mises dans le livre, pour que je lise toutes les réactions et que je comprenne, que je m'instruise de toute cette espèce d'intelligence collective qu'on peut créer. Donc ce n'est pas un livre qui est écrit seul, c'est un livre qui est écrit avec la multitude, pas avec le marché, mais avec beaucoup de personnes. Et donc je me suis dit, mais finalement, dans quoi nous sommes-nous égarés? Dans quoi nous sommes-nous égarés? Et quand on voit aujourd'hui, lucidement, que nos états sociaux, bien construits par des personnes sages après la guerre, ont quand même réussi à générer le fait que 20% de la population belge est sous le seuil de pauvreté, qui n'est déjà pas très élevé, qu'au moindre choc économique, on a des tensions stupéfiantes, qu'en Wallonie en particulier, on a des zones déconstruites, on se dit quand même qu'on a dû perdre, vous parliez d'étincelles tout à l'heure en parlant de votre épouse, mais on a perdu la flamme quand même de ce qui avait animé la solidarité d'après-guerre. Et ça, on ne m'arrachera pas de la tête cette conviction. Parce que moi, je suis un enfant de l'État-providence. Je ne viens pas d'un milieu riche. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. J'étais boursier à l'université, donc je sais ce que c'est. Hein. Et travailler en usine pour payer ses études, je l'ai fait moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je pourrais prendre une pension plus tôt que vous, parce que j'ai commencé à travailler à 14 ans, voilà, à nettoyer des machines. Et donc, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas dérivé vers quelque chose? Et c'est un système dont j'ai tiré profit, parce que j'étais banquier toute ma vie, je dirigeais la bourse aussi. Mais j'étais en fait... ma compagne de l'époque me disait, mais tu es écartelé, tu n'es plus en cohérence avec toi-même. Tu as une pensée politique qui se développe, que j'ai résumée dans ce livre, et tu es dans un milieu qui est exactement antagoniste par rapport à ce que tu fais. Donc, j'ai bien expliqué que j'avais été nourri par ce système, et ce n'est pas parce que je m'en suis nourri qu'une fois enrichi, je ne suis pas un homme qui cherche l'argent. J'ai écrit ça, c'est simple. J'ai coupé, mais en fait, j'ai brisé, mais j'ai brûlé mes bateaux en faisant ça. Mais j'ai voulu en fait donner une réflexion que je voulais porter à la critique. Voilà ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien d'émotif dans mon raisonnement. C'est pas du tout un.
c'est pas de l'affect, c'est simplement du raisonnement, parce que je considère que je n'ai pas à partager mes fluences psychologiques, c'est plutôt un raisonnement construit que je partageais. Mais quand on a un raisonnement comme ça, et qu'on vient d'où tu viens, tu as quand même présidé la Bourse de Bruxelles en plein crash 2008, tu as travaillé quand même dans des milieux financiers. Comment réagissent les anciens collègues ou les collègues actuels? C'est quoi leur réaction? C'est intéressant aussi de voir quelqu'un comme toi qui a été dans ce système pendant si longtemps et qui l'a défendu. Mais d'abord, en fait, le début de ma réflexion sur les États-Unis, ça a été quand j'ai travaillé pour la Bourse de Bruxelles, parce que j'ai travaillé en même temps pour la Bourse de New York. Donc je passais quelques jours par semaine, ou 15 jours à New York, puisque la Bourse de Bruxelles était une filiale de la Bourse de New York. Et là, alors que j'avais vécu aux États-Unis, alors que j'avais étudié aux États-Unis, alors que ma grand-mère est américaine, j'ai quand même eu un choc de dissonance par rapport à ce qu'on vivait. Voilà. Et je m'étais dit à l'époque, j'avais écrit un livre, le premier en français qui est écrit au monde, 2008, l'année du crash. Je me suis dit, 2008, c'est bien plus qu'un crash boursier. C'est quelque chose, c'est une rupture dans le fil de l'histoire. Et c'est vrai. Et encore maintenant, on vit les répiques sismiques de 2008. Alors, en fait, c'est clair que j'ai brûlé mes vaisseaux. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont considéré, qui m'ont tout à fait écarté du secteur bancaire, mais j'en ai rien à foutre. En fait, le secteur bancaire, c'est une tête d'épingle. On croit que c'est important, mais le monde est bien plus large que ça. Mais j'ai eu peur d'une chose, et malheureusement c'est un peu arrivé, j'ai donné bonne conscience aux personnes qui sont dans la finance, parce que comme j'étais l'un des leurs qui critiquait le système, ils se sont dit que quelqu'un s'en occupe plutôt que moi. Ce qui était un peu pernicieux comme réaction. Mais voilà, mais c'est pas important. Ça m'est égal de savoir ce que ces gens pensent. Je m'en fous complètement. Moi, je pense qu'on est devant des défis hyper importants qui vont toucher le cœur du moteur social de nos économies. Je suis convaincu de ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on entre progressivement dans le pic du vieillissement de la population. Le baby-boom d'après-guerre, c'était 1945 à plus ou moins 1963-65, ça dépend des pays, enfin, disons 45-65 pour faire rond. Les premiers pensionnés ont eu 65 ans en 2010, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 13 ans. Et ça va durer jusqu'en 2050, puisqu'on a 20 ans d'espérance de plus de vie. Donc il y a un pic qui sera en 2030, 35, on ne sait pas très bien. Donc il y a une partie importante de la population qui va devoir dépendre de l'État. Deuxièmement, les soins de santé, on le sait, sont essentiellement concentrés sur la fin de vie des personnes. On dit, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne le sais pas, que la moitié des soins de santé d'une personne, c'est sa dernière année de vie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand bien même ce ne serait pas la moitié, ça veut dire qu'il y aura un besoin d'assistance sociale extrêmement proche de nous et qui va bien sûr grandir avec les prochaines années. Et en plus, on a une inversion des courbes démographiques, puisque maintenant, il y a moins d'enfants par rapport à l'après-guerre. Hein, donc, la pyramide des âges devient en fait un peu un cylindre. Et on a ce choc. Alors, tout le monde en parle de manière anecdotique, mais moi je vous dis, ce n'est pas du tout anecdotique, mais alors pas du tout. C'est cette fameuse intelligence artificielle, qui pour moi est une révolution comparable à la révolution industrielle d'il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, après les poulies, on a fait des machines à vapeur et tout ça, qui ont décuplé la force humaine. Eh bien, aujourd'hui, on a notre cerveau qui est complété par un cerveau gigantesque. Et donc, croire que ça n'aura pas des impacts très importants en matière d'emploi, c'est une erreur. Certains estiment qu'il y a, avant 2030, 800 millions d'emplois qui seront impactés. Alors, on peut croire qu'on est une île en Belgique, mais je ne crois pas tout à fait. Et donc, on va avoir un problème de valeur du travail, de gain de productivité, dans un contexte où les besoins de la population seront d'autant plus importants qu'ils vieillissent. Et on sait qu'une population qui vieillit ne peut pas rejouer sa vie au dé. On est en dépendance. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a 70 ans, 65 ans de recommencer quelque chose qui a fait 30 ans. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on est devant des défis sociaux. C'est ça. Alors, bien sûr, on peut bien sûr avoir des visions punitives, oui, après 2 ans, le chômage, etc. Et il y a sans doute plein de types qui profitent du système, qui passent de système en système. On le sait tous, on s'en doute, on en connaît d'ailleurs. Mais je crois que le problème est plus fondamental. Et donc, je crois qu'on va devoir redéfinir l'État dans une vision qui sera certainement plus solidaire et plus égalitaire, pour éviter que des pans entiers de la population tombent. Parce qu'il faut garder ce socle de solidarité. Ça, c'est ma conviction très forte. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre certains économistes et hommes politiques qui disent « Oui, mais bon,
on est trop endetté, il faut réduire les déficits budgétaires, etc. Ces gens-là sont les mêmes que ceux qui disent qu'il faut baisser l'impôt. D'accord, d'accord. Donc, on ne veut plus d'endettement public, on veut tout réduire, on veut payer bien moins d'impôts, etc. Mais quelle sera la variable d'ajustement? Ben, la dépense sociale, évidemment. Donc, ces gens ne vont pas au bout de ce qu'ils disent. Ça m'emmerde. Et donc, je pense qu'on est devant une vision de la société qui sera beaucoup plus complexe et demandera une réhabilitation de ce que j'appelle l'État stratège, mais peut-être de l'État social, beaucoup plus forte que par rapport à ce qu'on a connu. On a vécu 40 ans un peu les yeux bandés, moi aussi d'ailleurs. Et maintenant, voilà, je suis en conscience de ces éléments. Ça, c'est en fait la base du raisonnement chez moi. Après, on peut discuter d'autres choses, mais finalement, c'est ça que je vois arriver devant nous. Tu parles beaucoup d'environnement, de climat, et moi j'ai trouvé ton constat plutôt lucide, alarmiste même, au niveau environnement, climat, biodiversité. Qu'est-ce que toi tu constates? Et éventuellement, est-ce que nous pouvons conserver ou espérer conserver un mode de vie comme maintenant, tel que nous le connaissons, avec les bouleversements? Et selon toi, quels sont ces bouleversements à venir au niveau environnemental? Mais d'abord, ce bouquin, j'ai écrit en partie dans un chalet isolé de tous en Suisse. Et en fait, j'étais avec une amie, et la dame qui nous a fait un Airbnb dans un petit chalet, mais vraiment isolé, de très loin de tout, me montrait en fait un glacier. C'était c'est la partie germanophone de la Suisse, je ne sais plus le nom du village. Et elle me dit, regardez, ce glacier est en train de fondre, il disparaît. Et donc, on ne peut plus se promener en dessous parce qu'il y a des éboulis, des pierres qui tombent. Dans le gravier, dans le glacier, il y a beaucoup de pierres, tout ça. Ça m'avait impressionné. Et effectivement, le matin, je voyais, c'est très loin ce glacier, tout d'un coup l'eau qui sortait, quoi. On voyait fondre, et puis en fin de journée, quand il y a moins de soleil, voilà. Mais donc ce glacier disparaissait. Donc ça m'avait quand même interpellé, quoi. Et en fait, est-ce qu'on peut continuer à vivre comme on vit maintenant? En fait, on vit trop bien par rapport à ce qu'on produit. Et la trame du raisonnement, c'est que on vit dans un monde qui est globalisé. On vit une mondialisation globalisée. Alors je m'explique. Il y a eu beaucoup de mondialisation préalable. L'Empire romain, c'était une mondialisation. Les Aztèques aussi. L'épopée viking, c'était une mondialisation. La découverte du Nouveau Monde, d'Amérique, c'était une mondialisation. Mais maintenant, on a une mondialisation qui est globalisée, qui touche tout le monde entier. Et donc, en même temps que l'irruption dans le champ économique d'une économie de marché, on a ouvert les frontières, d'abord des pays de l'Est, et puis de tous les pays asiatiques, dont la Chine. Et donc, on a pu commencer à faire du monde entier un marché. D'ailleurs, je parlais de 70 et 80, quand Thatcher et Reagan ont été élus Premier ministre et président américain, mais l'élément le plus massif de la mondialisation, on l'a oublié, c'est en décembre 2001, donc il y a 22 ans, quand la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire a ouvert ses frontières. Et donc, on est rentré en deux étapes dans une économie de marché globalisée, qui est caractérisée par le fait qu'on peut trouver du travail moins cher ailleurs. Donc, c'est le t-shirt à 2,99 € que j'ai vu au Carrefour l'année passée. Et donc, on a finalement, un peu comme au temps des colonies, il n'y a pas d'autre comparaison, utiliser des poches de travail mondiales, avec tous les problèmes de pollution, d'environnement. Et donc, on est rentré dans une économie d'abondance excessive, complètement excessive. Et je pense que malheureusement, cette économie d'excès qui devient prédateur risque même de s'aggraver. Pourquoi? Parce que quand on a peur, on veut se mettre à l'abri des autres. On a l'impression qu'on satisfait nos peurs intimes par le désir de la possession, de la consommation, de l'accumulation des biens, des machins, de trucs, des bagnoles, n'importe quoi. Et donc, je crains qu'en fait, ça contribue, cette espèce de peur qui est liée à l'environnement, en fait, contribue à l'émotion sociale qu'on va vivre, et dont je parlais un peu avant. Donc, on va peut-être vivre une conjugaison. Normalement, on devrait se dire, mais vivons tous de manière plus sage. Vivons tous un peu dans une certaine sobriété, comme on dit, personnelle. On n'a pas besoin d'avoir 300 t-shirts, quoi. On n'a pas besoin d'avoir 2000 chemises, on n'a pas besoin d'avoir des frigos bourrés de trucs, de toute façon, qu'à un moment, dont les dates de péremption sont dépassées. Mais je crains, c'est bizarre ce que je vais vous raconter, c'est une intuition, que je crains que l'écologie, au lieu de créer des solutions, puisse chez certains créer des anxiétés
qui conduisent les gens conduisent certains à vouloir s'exclure par un excès de consommation. Voilà ce que je pense. Enfin, c'est bizarre, c'est peut-être pas cohérent ce que je vous raconte, mais ce sont des ressentis que je vis. Et donc, c'est pour ça que il faut qu'il y ait des consciences dans un pays, il faut qu'il y ait des lumières, des gens sages, des gens apaisés. Et je ne vois pas dans ce pays, et ça me tracasse de plus en plus finalement, avant je ne faisais peut-être pas assez attention, mais je ne vois pas une classe politique qui ait aujourd'hui un message d'apaisement et de tranquillité, de cohésion, de solidarité. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Je vois des gens qui s'agitent dans tous les sens, mais s'agiter, c'est facile à faire, tout le monde sait faire ça. Et donc, je me dis, mais est-ce qu'on prend le problème par le bon bout? Par contre, je crois qu'au sein des citoyens, il y a une grande intelligence collective. Tous, nous sommes des gens, peut-être en groupe, on est peut-être un peu moins sages, mais il y a beaucoup de sagesse et de compréhension et d'intuition chez chacun d'entre nous. Et en fait, c'est ça qu'on devrait avoir, c'est d'avoir un État qui soit repensé par les citoyens, plutôt que par une bande d'agités qui s'en sont accaparés. Non, mais je vous dis les choses comme elles sont. Vous me posez la question, j'en se réponds, parce que je vous vois un peu comme ça. Mais non, mais plutôt, mais voilà, c'est ça qu'on devrait avoir pour le moment. Oui. On en reparlera de l'État stratège très bientôt. J'aimerais relire encore un petit passage, si tu veux bien, concernant ce constat environnemental et le lien avec le capitalisme notamment. Je suis bien à la bonne page, oui c'est ça. L'écosphère est déstabilisée par nos modes de production, de consommation et de gaspillage. Ce constat est terrifiant car l'habitabilité de la planète est en jeu. La dette climatique et environnementale devient exigible et un compte à rebours létal est donc engagé. Le changement climatique anthropique, donc par la faute de l'homme, des activités humaines, c'est-à-dire créées par les humains, pourrait entraîner un effondrement de la société humaine. Il s'agit donc de sauvegarder l'écosystème dont dépend cette vie humaine. Un tout petit peu plus loin, avec une empreinte écologique de 4,7 hectares par habitant en Europe, nous sommes en sur-régime par rapport aux ressources de la planète. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme des Européens, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour pouvoir vivre tous ensemble. Il est donc simple de conclure qu'une économie qui diminue l'empreinte écologique de ses membres augmente le capital écologique des générations futures. Et alors tu finis ce paragraphe par le crash écologique nous sidérera avant 2030. Oui. Et nous serons confrontés à des périls que nous avions pourtant collectivement pressentis, mais auxquels individuellement et secrètement, nous croyons avoir échappé. C'est ce que je viens de dire. On croit secrètement, et c'est exactement ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a un lien clair, selon toi, avec une démarche capitaliste, ou les libérales ou néolibérales, entre ce constat que tu fais qui est pour demain, finalement, et le chemin que nous avons pris pour y parvenir? Mais d'abord, nous serons épargnés par le crash écologique en Belgique. Vous savez, quand on était gosse, on disait que la Belgique avait un climat maritime tempéré. On répétait tout le temps. Je comprenais rien ce que ça voulait dire, d'ailleurs, mais enfin, on disait ça. Mais bon, on a un climat favorable, on a des terres riches, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Donc on n'est peut-être pas assez en conscience de ce qui se passe dans d'autres parties du monde, comme en Inde ou en Perse, où ça va beaucoup moins bien. Deuxièmement, l'histoire du crash écologique. Je vous partage avec vous 2 intuitions. De nouveau, je ne suis pas ici en train de donner cours à l'université, ce n'est pas des raisonnements avec des équations. Mais quand je dirigeais la bourse en 2008, j'avais été foudroyé quand même, parce que c'était quand même un point de rupture important. Et je m'étais interrogé sur le fait de savoir, quand on projetait des courbes d'endettement public, et je m'étais intéressé au climat aussi, mais quel était le point, quelles étaient les années autour desquelles tout allait commencer à déraper? J'étais arrivé entre 2028 et 2030. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais enfin, voilà, je l'ai fait, j'avais ça en tête. Et quand j'ai écrit ce livre, parce que pour écrire un livre, il faut en lire à peu près 150. Pourquoi il faut lire beaucoup de livres? Parce qu'il faut relire des livres, relire le rapport Meadows, relire René Dumont, enfin, il y a beaucoup de gens à lire. Et j'étais tombé sur un livre écrit en 2008 par une dame qui travaille chez Veolia, donc c'est plutôt tout ce qui est BTP, et assainissement, qui avait écrit en 2008 un livre, 2030, le crack écologique. Donc j'ai juste assez effrayé avec elle. En 2008, c'était l'année au cours de laquelle j'avais moi-même fait ce calcul. Donc je suis entré en contact avec elle par LinkedIn, ça c'est facile. Et elle m'a dit, mais oui, je confirme, ce sera avant 2030. Donc moi je pense alors ce sera peut-être pas au niveau belge ou européen, mais on aura des chocs importants. Et ça veut dire que, ça veut dire qu'on va devoir intégrer dans nos comportements la finitude des choses. Tu disais par exemple qu'on consomme plus qu'une terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que la terre produit des fruits, comme si elle produisait des pommes, des poires, n'importe quoi, enfin, génère où le charbon se transforme en pétrole. Enfin, il y a toute une série de fruits qui sont créés par la planète. Mais si on consomme
plus qu'une planète. Non seulement on arrache les fruits de l'année, mais on arrache une partie de l'écorce de ce qui a été fait l'année d'avant. C'est ça, en fait, l'histoire. Et donc, si ce mouvement s'accélère, ça veut dire qu'on va faire un rebours dans le temps, avec la contradiction d'avoir une population, bien sûr, qui peut-être à la fin du siècle baissera, mais une population de consommation légitime de ceux qui n'ont pas consommé, et une terre qui commence à s'appauvrir. Et donc ça ne peut conduire qu'à des dissensions sociales. Ça ne peut conduire qu'à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura des ruptures d'harmonie, des ruptures de solidarité. Ça s'appelle des guerres, ça s'appelle je ne sais pas comment, mais c'est clair qu'on va aller vers ça. De nouveau, on est dans une situation de luxe en Belgique, de pouvoir en parler, parce qu'on ne sera pas concerné. Ou à peine. Oui, on est concerné quand il y a des inondations, quand les récoltes sont un peu mauvaises, mais globalement, on n'est pas dans une situation d'effondrement cataclysmique écologique. Mais d'autres pays le seront. Et donc, voilà, c'est ça que je vois. Mais je pense, alors ça peut paraître pessimiste ce que je dis, moi je suis convaincu que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais qu'il faut que nous ayons, en commençant par nous-mêmes, des comportements plus sages, des comportements plus sobres, moins d'accumulation, moins de peur. En fait, son épouse qui disait d'ailleurs tout à l'heure, il faut d'abord trouver une tranquillité en soi, plutôt que de se laisser emporter par des fluences, par des tensions personnelles. Et je pense que la somme des sagesses individuelles fait une sagesse collective. Et puis, je pense qu'on devrait avoir un grand débat dans ce pays pour savoir comment est-ce qu'on veut redessiner l'État. Mais pas entre flamands, francophones, tout ça n'a aucun intérêt, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on veut créer comme État en termes de solidarité, en termes d'harmonie future? Ça, c'est vraiment le grand débat. Parce qu'on devrait immanquablement toucher à l'écologie. Mais je ne crois pas que ça arrivera. J'espère que ça arrive, mais je ne vois pas arriver. Tu disais qu'en Belgique, on sera sans doute moins touché que d'autres pays, ce qui me semble parfaitement correct. Oui. Néanmoins, on est dans un monde mondialisé où on dépend, nous aussi, Bien sûr, de beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, et parfois des éléments critiques, tels que l'énergie, par exemple. oui. Ça peut être très compliqué. Est-ce que pour autant, ça nous dédouane, et tu viens d'y répondre en partie, mais vraiment de repenser la manière globale qu'on a de consommer les choses? Est-ce qu'on n'a pas, au lieu du culte du toujours plus, est-ce qu'on ne doit pas aller vers le culte du suffisant, ou en tout cas la satisfaction du suffisant, peut-être? Si. Mais je pense qu'il faut d'abord de manière macroéconomique, on est rentré dans une économie où on a pu accumuler parce que l'ouverture des marchés a fait en sorte que c'était possible. En même temps, les personnes qui produisent les biens qu'on consomme sont plutôt contents parce qu'eux ont pu sortir de la pauvreté, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc c'est compliqué comme équation, hein. C'est pas si simple. Hein. Et d'autre part, moi, c'est comme choisir un régime alimentaire. On peut décider de ce que c'est aller, ok, et puis à m'en surprendre, ou pas, ou oui ou non, mais je pense qu'en termes de consommation personnelle, si on a, et je suis persuadé que c'est lié quasiment à la psychiatrie qu'on a en nous-mêmes, si on porte en nous-mêmes une sorte de tranquillité et qu'elle se démultiplie par nos actions et nos comportements, on ne va plus rentrer dans le fait de combattre nos peurs intérieures par de l'accumulation de biens. Je crois ça. Alors de nouveau, c'est flou, parce que je mélange plein de choses, mais c'est moi qui vous parle. Ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas un tableau académique, ce n'est pas une université, c'est moi qui vous parle. Et moi, je suis sûr de ça. Je suis sûr que si on atteint un stade de compréhension des choses, des interactions, on est beaucoup plus calme. Par exemple, un truc qui m'a un peu stupéfait, mais je pense que c'est vrai. D'ailleurs, parce que j'avais donné beaucoup de vêtements quand il y a eu il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, je pense, les inondations, quand ils récoltaient plein de trucs, là, je me dis, ben moi j'ai pris tous mes costumes, mes trucs, tout ce que vous pouvez donner, j'ai donné plein de choses. Et j'avais lu en même temps qu'il paraissait qu'on ne mettait qu'une fois ou 0 fois 40% des habits qu'on achète. Donc des pantalons, des trucs, des t-shirts, n'importe quoi, etc. Et ben, je me suis rendu compte, des t-shirts que j'avais mis 2-3 fois. Bah, c'était des vieux que j'avais gardés. Vous savez, les hommes, ils aiment bien garder leurs vieux t-shirts pour dormir. Hein. Et donc, mais bon, c'est peut-être les femmes aussi, d'ailleurs, j'en sais rien finalement. Mais les hommes ont toujours un vieux pull que les femmes ne peuvent pas jeter, parce que c'est le vieux pull qu'il faut garder. J'espère que ma femme ne posera pas de questions là-dessus. Très important, ça. Toujours, ça. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a assouvi en achetant un t-shirt ou un pull ou n'importe quoi qu'on ne met pas? On a assouvi un désir.
mais qui n'a pas d'aboutissement, puisqu'on ne met pas le t-shirt ou le pull, ou n'importe quoi. Et je me suis dit, je me suis rendu compte que j'étais tombé là-dedans aussi en partie. Donc j'ai partagé, plutôt que de garder bêtement. Mais si c'est vrai à une échelle gigantesque, c'est interpellant. Il paraît que 40% de la nourriture qu'on achète, on la jette. Parce qu'elle est périmée, parce qu'on achète trop. Enfin, de nouveau, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais ce chiffre de 40% ressort quand même beaucoup. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des fleurs. Je n'ai pas très bien compris. C'est des fleurs qui sont fanées, puis qu'on revient. C'est des invendus de grande surface qui vont partir à l'incinérateur. Et lui, il les rachète. Des vraies fleurs. Ouais, des vraies fleurs. Et lui, il les rachète. Et il les remet en état pour pouvoir les revendre. Il rempote et tout ça. C'est ça, il en prend soin, il les remet en état. Et donc voilà. Donc je pense qu'il. Oui, mais je comprends parfaitement. Notre désir de consommation pallie un manque ou une intranquillité, quelque part. Moi, il y a un truc dans ton bouquin, une page que j'ai relu plusieurs fois parce que ça m'a. J'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris, mais je ne comprends pas le raisonnement. Et en tout cas, du coup, je comprends moins pourquoi tu te revendiques encore capitaliste. Parce que je pense que tu le dis à un moment donné dans ton livre, je suis encore fondamentalement capitaliste. On est tous des capitalistes. Tout à fait. On est tous des hommes marchands. Si on a de la bonne bière ce soir. Oui, non, mais on est tous, hein, c'est clair. Oui. Enfin, je vais lire ce passage, alors je lis des extraits pour avoir le raisonnement, après tu me dis si je me trompe. Le capitalisme est le seul système économique expansionniste de l'histoire. S'il ne se développe pas, il s'effondre. Le résultat est que nous constatons et nous alimentons un système économique qui surexploite massivement les ressources et l'énergie sans répondre aux besoins humains de base. Ça, tu l'as déjà un peu évoqué. Non régulée et mesurée par les États, l'économie capitaliste a toujours été une économie prédatrice, même si elle a permis d'élever les forces productives à un niveau inégalé. La lutte contre le changement climatique n'est pas compatible avec la croissance infinie. Est-ce qu'il y a un capitalisme quelconque qui serait compatible avec la croissance? Avec, oui, mais... avec l'environnement, pardon. Non, mais oh, le lapsus de fou. Mais le capitalisme, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions du capitalisme, mais je parlerais plutôt d'économie de marché. J'aurais peut-être dû utiliser le mot économie de marché, qui est en fait un système où la valeur des biens... Enfin, non, je fais un petit retour en arrière. Pendant très longtemps, on a valorisé les biens par le coût de production. Combien est-ce que ça coûtait pour fabriquer quelque chose? Bon, on peut mesurer de la matière, du travail, de l'amortissement, enfin, tous les facteurs de production. C'est ce que la comptabilité donne, en fait. Moi, j'ai fait un doctorat en comptabilité, donc je pourrais vous en parler très longtemps, trop longtemps d'ailleurs. Dans l'économie de marché, il y a eu un basculement. On ne valorise plus les biens pour le coût de production, mais pour l'utilité future espérée. C'est tout à fait différent. Donc c'est un capitalisme qui part du futur en disant qu'est-ce que ça va rapporter dans le futur, et je ramène ça en euros, en dollars d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas le coût de production qui est important, c'est l'utilité future. Et toutes les écoles de commerce expliquent depuis longtemps que la logique, on va dire, comptable et marxiste de calcul de la valeur, en fait, est disqualifiée au profit de l'utilité future. On ne connaît pas l'utilité future, on ne sait pas combien sera utile, combien vaudra, combien va générer un bien ou un humain dans le futur, on n'en sait rien du tout. Et donc, c'est un tâtonnement permanent vers le futur. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... Et que donc ce système, en fait, part de l'idée qu'on va pouvoir arracher du futur tout ce qu'on peut pour en bénéficier aujourd'hui. En fait, on est riche de biens, de monnaie, mais pauvre de ce qu'on aura arraché du futur. C'est un peu le même concept que le fait de dire qu'on consomme de terre. On arrache une terre à venir, une deuxième pour être sûr. Donc en fait, on revient vers le présent, mais en étant moins riche d'une terre, mais plus riche d'argent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, oui, nous avons connu des capitalismes qui étaient beaucoup plus tempérés, bien sûr. Alors, je ne vais pas toujours me référer à l'après-guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans les années 60 que le dérapage environnemental a commencé, et pas du tout avec le néolibéralisme. Hein. Le Club de Rome a été fondé en 68. Il y a eu plein de gens dans les années 60 qui ont compris que ça devenait intenable en termes de pollution. Les Meadows ont fait le rapport en 72 sur base de données des années 50 et 60, hein, pas sur qu'ils ont simplement projeté. Mais je pense qu'il y aurait des vertus à retrouver globalement, pas simplement pour l'environnement, de bons équilibres à long terme. C'est-à-dire une sorte de tempérance, de calme. Et quand je dis on devrait idéalement, mais ça ne se fera pas parce que les gens n'ont pas envie de faire ça, mais redéfinir les objectifs de l'État des solidarités futures, ça inclut aussi la tempérance qu'on peut avoir par rapport à la nature. Mais vous savez,
Le capitalisme spéculatif américain, j'ai toujours assimilé ça à une paire de dés. Donc, vous commencez à acheter les dés en espérant faire un double 6. Parce que double 6, on gagne quand on a double 6. Et vous courez, donc vous lancez les dés, mais en fait, le tapis descend un peu. Donc, en fait, les dés ne s'arrêtent pas. Ils tournent tout le temps. Et vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Puis à un moment, vous mourrez. Mais ce n'est pas grave, quelqu'un derrière vous continue à courir. Et donc, dans le capitalisme, dans son expression la plus atroce, c'est qu'en fait, le capital domine tellement le travail que l'humain n'est qu'une variable dispensable. C'est jamais qu'un amas d'eau et de quelques cellules plus ou moins vivantes qui, à un moment, est remplacé par quelque chose. Et c'est ça qui s'est passé depuis 40 ans. C'est qu'en fait, on a disqualifié la réalité de l'humain au profit de l'enrichissement du capital. Et j'ai eu l'intuition fondamentale qui a conduit à ces 3 livres, dont celui-là qui est le 3e. J'étais à Miami avec mon ex-compagne, et je ne sais pas ce que je foutais là-bas d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, j'étais à un feu rouge. Et pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, il n'y a pas souvent d'embouteillage aux États-Unis, parce que comme il y a beaucoup de voies de circulation, quelque part les gens vont vite, les gens ne veulent pas perdre du temps à ne rien foutre dans leur bagnole, donc ça doit aller vite. Et je pense que ça a changé quelque chose dans ma pensée. J'arrivais à un feu rouge, et il y avait peut-être des travaux, je ne sais pas quoi, enfin ça avançait lentement. Et donc je commençais à regarder d'un œil un peu distrait ce qui passait autour de moi. Et au carrefour, il y avait un Burger King, un McDonald's, un vendeur enfin tout ce truc de vendeur de pneus, n'importe quoi, et un cimetière à ma droite. Un cimetière. Mais un cimetière qui était simplement protégé par des grillages. Comme c'était un cimetière. Et donc il y avait un enterrement. Et en fait, l'enterrement se passait de manière extrêmement codifiée aux États-Unis. Vous avez l'enterrement à $5 000, $10 000, $15 000, la grande voiture, la petite voiture, machin. Enfin, tout ça, c'est comme les mariages. C'est une question de, il y a des menus, quoi. Et donc, cet enterrement se passait au milieu des coups de klaxon, entre un Burger King et un vendeur de pneus. Et je me suis dit, mais finalement, Jacques Attali, qui était un de mes bons amis, avait raison en disant que ce qui distingue les sociétés, c'est le rapport à la mort. Si à un moment on ne respecte plus la mort, donc l'humain qui est avant la mort, en fait on est dans un monde qui se perd lui-même. Et j'ai été foudroyé par cette image, je l'ai encore en tête tout le temps, me disant, mais finalement c'est un système où la rapidité et les coups de klaxon sont plus importants que ne fût-ce que quelques secondes, peut-être d'aspiration personnelle ou de respect, que sais-je, pour quelqu'un qui enterre quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, donc ça... Je sais pas, j'ai tout mis ensemble et tout ça a contribué de manière extrêmement, j'en conviens, un peu mélangée et pas cohérente à cette espèce d'intuition que j'ai voulu reprendre dans le livre. C'est intéressant que tu parles d'humain parce que justement, j'aurais bien aimé qu'on parle de c'est quoi l'indicateur de cette fameuse croissance qui est actuellement le PIB un peu partout. Et le but d'une économie, c'est quand même de pouvoir répondre aux besoins des populations. Oui. Et actuellement, quelqu'un qui rend service à son voisin, oui, ça ne compte pas dans le PIB. Oui. Quelqu'un qui fait un accident, ça va faire augmenter le PIB parce qu'on fait intervenir des assurances, des salaires, etc. Oui. Est-ce que cet indicateur de PIB n'est pas complètement obsolète actuellement? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un plan B ou un plan différent? Mais une alternative, ça n'a pas l'air de bouger en tout cas. Non, mais en même temps, ce n'est pas important. Je veux dire, le PIB, c'est une mesure qui est plus ou moins comprise par tout le monde, vaguement. Et on sait que le PIB ne fait pas intervenir, par exemple, le temps qu'une mère passe à éduquer ses enfants, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est associatif, etc., tout ce qui, semble-t-il, ne rapporte rien, ce qu'on appelle le non marchand, ne comprend, par la voiture, si un type fout un coup de baramine sur son capot, en tant que tel, ça n'apporte rien, mais la réparation, ça va apporter du PIB au carrossier. Donc, on mesure ça mal, mais en même temps, c'est pas très important parce que le PIB n'est jamais qu'une indication parmi des millions. C'est pas important. On en ferait d'autres. Qu'est-ce qu'on en tirait de cette autre information? Beaucoup d'interrogations et peu d'utilité finalement. Mais il est clair que on ne mesure pas la véritable
valeur. Et d'ailleurs, ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, quand on voit un pays, les marchés financiers évaluent un pays non pas sur base des capacités de solidarité, d'un système médical, d'un système de sécurité éducationnelle, que sais-je, mais le mesure par son degré d'endettement public. Ce qui est un peu bizarre finalement. C'est l'endettement public qui va déterminer le caractère ou pas risqué d'un pays pour les marchés financiers, indépendamment de ce qu'on en fait. Donc c'est limitatif. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je m'inquiète moins du fait que la mesure est mal foutue, on le sait, que du fait de savoir comment est-ce qu'on veut gérer de manière organique nos sociétés et nos solidarités. C'est ça qui est important. Voilà. On dirait que le PIB est différent. Je dis, OK, ben so what, je m'en fous. Hein. C'est pas ça qui est important. Finalement, ça ne va rien changer au quotidien des gens. C'est comme l'endettement public, je vous dis, de 550, 560 milliards d'euros, ça ne va pas nous empêcher d'échanger ici. Voilà. Je dis que ce n'est pas important le PIB, néanmoins, moi j'ai l'impression, en tout cas quand j'écoute les médias, que c'est un peu la seule chose qui guide les déclarations publiques de nos dirigeants, que ce soit en Europe au niveau local. Donc ça reste quand même un problème si c'est la seule boussole disponible et utilisée par des gens qui prévoient nos politiques. Oui, mais je pense qu'il n'est pas tellement... Il est utilisé comme référence, mais pas comme outil. Pas comme outil. C'est un lieu commun, quoi. C'est une convention. C'est comme dire, voilà, on roule à 120 à l'heure, ou à 50 à Bruxelles, ou à 30, et c'est pas tellement important, je pense. Et quel serait alors un ensemble de tableaux de bord, de mesures qui pourraient nous permettre de tenir compte à la fois du bien-être des populations, mais aussi du respect de l'environnement et du non-dépassement de ces fameuses limites planétaires qu'on dépasse allègrement depuis longtemps? Mais on devrait idéalement, mais je pense que c'est très compliqué, il y a des gens qui travaillent, mais c'est très compliqué, tenir compte des externalités positives et négatives. Donc tout ce qui est fait de bien, mais pas mesurable dans un pays, devrait être ajouté, et tout ce qui abîme la planète, ou détruit les humains, ou les aliens, devrait être déduit. Par exemple, on devrait dire, voilà, un enfant naît, disons qu'il sera formé quand il aura 22 ans, tout le bien-être éducationnel qu'il aura reçu va se déployer un jour dans son activité professionnelle, mais n'est pas mesuré en tant que tel. Donc on devrait tenir compte de tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser un tout petit peu le spot, si possible ou pas? Parce que j'ai eu un décollement de la rétine, c'est pour ça, et donc je dois vraiment faire un peu attention. C'est possible de baisser un peu ou pas? Ou quelqu'un de lunettes de soleil? Un peu... non, pas ça, je ne vais pas faire. Mais... Quelqu'un... Ouais, ça va être ça. Encore un tout petit peu, c'est possible. Parce que je ne veux pas avoir trop d'éblouissement. Oui, merci. Voilà, l'équipe vidéo est en train de suer les gars. Oui, désolé. Mais ça, c'est un problème médical que j'ai eu, je ne peux pas l'escamoter. Ok, on a parlé un petit peu capitalisme, libéralisme, néolibéralisme. J'ai l'impression que tout le monde utilise un peu ces mots comme si c'était des équivalences, mais moi, ça m'arrive des fois. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi, ou les définitions, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'un capitalisme, qu'un libéralisme, quelles sont les différences fondamentales pour qu'on puisse une fois pour toutes les utiliser je vais vous expliquer. Dans le contexte? C'est intéressant parce que là, ça demande un peu de recul académique. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Le capitalisme s'est défini comme la propriété privée des moyens de production. Donc voilà, les moyens de production appartiennent au privé. C'est comme ça qu'on le définit. Il y a beaucoup de définitions, mais c'est la principale. D'accord ? Donc en fait, la mise en œuvre de la production appartient à du capital privé, pas du capital public. Bon. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la notion de libéralisme et de néolibéralisme. En fait, au début de la révolution industrielle, je parle fin 18e, début 19e, il y a eu ce qu'on appelle les économistes classiques. Alors c'est qui ces gens-là? C'est Adam Smith, qui est, on va dire, le penseur écossais des Lumières. Il y a eu un Anglais qui s'appelait Ricardo, il y a eu un Français qui s'appelle Jean-Baptiste C, S-A-Y. Et en fait, les économistes classiques étaient plus ou moins arrivés à la même conclusion en disant que ce qui importe est de produire et que la production va créer sa propre demande par les revenus qu'elle génère, en gros. Et donc, en fait, plus on produit, plus on consomme. Et normalement, ce système doit arriver au plein emploi. L'État doit avoir un rôle extrêmement limité dans l'économie parce qu'il faut que la production se développe, d'accord ? Et ces mêmes économistes classiques avaient postulé que la monnaie, c'est très important, était neutre. C'est quand la monnaie est neutre. En fait, Jean-Baptiste C, qui est un grand penseur français, un type qui a écrit des magmas d'ouvrages, avait dit simplement « la monnaie, c'est un voile ». En fait, la monnaie, c'est jamais que quelque chose qui recouvre les échanges réels. Donc, thésauriser de l'argent ne sert à rien.
l'argent doit circuler, et il circule si on produit ce qui va être demandé. Ça, c'est ce qu'on appelle les économistes classiques. Voilà. Et c'est un courant de pensée qui a disparu au XXe siècle, parce qu'on a eu un autre penseur qui s'appelait Keynes, qui est un Anglais, qui a été l'homme qui a dû repenser la Grande Dépression des années 30, et qui a dit, mais non, la monnaie n'est pas neutre du tout, puisque si on produisait ce qui va être demandé, on n'aurait pas de récession économique. Or, on en a une dans les années 30. Donc, ça ne sert à rien de faire tourner les usines, puisqu'il n'y a personne qui demande les biens. Donc, il a dit, on doit voir les choses un peu différemment. Il a dit, la monnaie n'est pas neutre. Et les économistes classiques ont trouvé un relais dans ce qu'on a appelé les économistes néoclassiques, donc néo, c'est-à-dire après, et après-classiques, dans les pays anglo-saxons, avec Reagan et Thatcher. Et on les a appelés les néolibéraux, mais en fait, en vérité, on devrait les appeler les néoclassiques. C'est ça l'histoire. Donc classique, néoclassique, et capitalisme, c'est un mot. Voilà. Alors on assimile en fait aujourd'hui maintenant néolibéralisme, capitalisme, économie de marché. Je pense que le terme le plus important à bien comprendre, c'est économie de marché. C'est ça qu'il faut comprendre. Un marché. Donc tout est marché. Et c'est ça qui est un peu perturbant. Voilà. Économie de marché, environnement, épuisement des ressources. Est-ce qu'il y aurait un moyen de sortir de cette économie de marché, quelconque moyen? Est-ce que ce chemin ne mènerait pas vers des problèmes sociaux parce que tout le monde n'est pas prêt à renoncer à certains parlent de niveau de vie, mais on pourrait parler de qualité de vie qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses, sans compter que le marketing nous fait souvent confondre des besoins et des désirs. Tout ça est lié. Comment on sort d'une économie de marché destructrice de notre environnement et qui, comme tu l'as dit, compromet l'habitabilité même de la planète. Ouais. Mais moi, je vais vous dire que je pense qu'on parle au capitalisme avec le langage du capitalisme. Et on peut retourner la table, on peut tout casser, mais c'est plus compliqué. Et après de nombreuses réflexions, j'en parle un peu dans le bouquin, mais j'ai fait d'autres articles après qui en parlaient, après la publication du livre. Je me suis toujours dit, mais tiens, est-ce qu'on ne devrait pas inventer, et c'est facile à créer d'ailleurs, un système de comptabilité qui tienne compte des ressources, de l'utilisation des ressources de l'humain et de la nature. Parce qu'aujourd'hui, on a un système comptable qui est en fait le passeport d'une entreprise avec le reste du monde, avec un bilan, un compte de résultats pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité. Et donc, en fait, si on intégrait dans la comptabilité le choc négatif fait à la nature et à l'humain, et que l'entreprise était pénalisée pour ces chocs, immanquablement, elle devrait vendre plus cher ou compenser ce qu'elle fait. Et donc, on ne pourrait plus bénéficier d'une consommation à bas prix de biens dont on n'a en fait pas besoin, comme tu disais. Voilà. Et moi, je pense que... il y a beaucoup de choses à faire, mais le point le plus immédiat, c'est ça. C'est Total Énergie ce matin, l'Assemblée Générale à Paris, des gars qui disent, voilà, mais vous êtes en train de mentir. Si un jour une entreprise devait être capable de montrer globalement son bilan environnemental passé et futur, parce que l'important, ce n'est pas ce qu'on fait maintenant, mais ce qu'on fait qui conduira à la pollution future, alors peut-être que la comptabilité et la richesse d'une entreprise diminuera, et que l'accessibilité d'un consommateur au bien peu cher diminuera aussi. De toute façon, on ne va pas en sortir. Tant le capital que le travail, c'est-à-dire nous et les capitalistes, vont devoir abandonner une partie de leur bien-être si on veut survivre à un horizon d'un siècle. De toute façon, en fait, on devra tous, entre guillemets, s'appauvrir en termes relatifs, entreprises, épargnants, travailleurs, que sais-je, pour pouvoir, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'inégalités sociales, comme tu disais, pour pouvoir surmonter ce qu'on va devoir vivre. Ça me semble évident. C'est clair. Mais comme on sait que, de toute façon, alors ça sera peut-être très indirect, mais quand on sait que la remédiation environnementale, c'est des années de PIB à payer, par l'emprunt, que sais-je, il y aura un moment de l'inflation qui va faire que le capitalisme sera appauvri par l'inflation. Voilà. Enfin, ce sera peut-être des effets de bord, des effets de second tour, de troisième tour, mais ça arrivera immanquablement. Voilà des perspectives vachement réjouissantes. Non, mais attendez, l'important, c'est pas, pour un économiste, je dis toujours, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Mais c'est état d'âme, on s'en fout. C'est pas ça dont on parle maintenant. Mais je pense que c'est important d'être lucide. Voilà, d'être lucide. Et d'avoir une pensée un tout petit peu plus large que simplement dans l'émotion. Ben voilà le premier moment de notre première tournée générale. Alors, calmez-vous, la tournée générale, c'est juste les questions-réponses. C'est pas un verre de compagnie à tout le monde. Après, ce serait une vraie tournée générale. On m'avait dit tournée générale, c'est un mauvais mot, tout le monde va faire ouais. Donc on va prendre quelques questions. Est-ce que Christelle, tu as des questions sous la main? Je peux parler, on m'entend? Oui, oui, on m'entend.
Oui, j'ai plein de questions et malheureusement, je doute qu'on puisse répondre à toutes. J'ai des très grandes questions, des plus petites questions. Merci. Donc du coup, vous me dites que la Belgique ne va pas être, enfin, va être épargnée. Oui. Va être impacté moins que d'autres. Oui, en ça, je me mets un petit peu en faux parce que donc c'est une question et en même temps un petit peu, je vais dire, mon avis personnel en tant que physicien climatologue. On se retrouve face à une pénurie, notamment de pétrole, énorme. Et quand on sait que l'entièreté des producteurs de pétrole ne sont pas en Europe, l'Europe va probablement être un des premiers impactés par cette pénurie. Et donc, on va être les premiers avec une limitation. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout climatique, mais on va se retrouver, du coup, beaucoup plus affaibli que même d'autres pays qu'on estime être en voie de développement, qui ont accès à plus de pétrole, face à un bouleversement climatique tel que les inondations qu'on a eues en Belgique. Donc, du coup, est-ce que c'est toujours vrai qu'on est finalement dans un pays qui est mieux loti par rapport au reste du monde, par rapport au réchauffement climatique, ou est-ce que finalement ce n'est pas une illusion, encore une fois européenne, de se dire qu'on a un peu cette protection, une nouvelle fois, de l'Europe, un petit peu finalement de nous, de notre passé colonial, de notre puissance qu'on a toujours eue. Est-ce qu'on ne se fourvoie pas un petit peu, au final? Donc voilà ma question. Non, mais en fait, je pense que il y a beaucoup de profondeur dans ce que vous dites. Et oui, peut-être qu'on se fourvoie, effectivement. Je pensais plutôt, en pensant à la Belgique, au premier besoin qui est le besoin alimentaire et en eau. Et je me dis qu'on est dans une situation géographique et géologique un peu privilégiée par rapport à d'autres pays, par rapport notamment au sud. Mais je pense que vous avez raison. En termes d'interdépendance énergétique, vous avez raison, je pense. Oui, c'est très juste. Oui. Mais d'ailleurs, oui, non, c'est vrai. Donc, je vous laisse poser votre question. Je bien une bière encore. Ah. Il nous faudrait 2 rues blondes, s'il te plaît. Voilà, sans vouloir être binaire, je vous ai entendu, et la question que je me posais, je vous la pose, elle peut être un peu brutale. Donc je me demandais sur quelle planète vous avez vécu pendant 40 ans, puisque j'ai bien entendu votre conversion ou votre reconversion. Et ce qui m'étonne, c'est votre parcours intellectuel. Donc j'ai en face de moi un intellectuel, un universitaire, quelqu'un qui a fait un doctorat. Et je me demande pendant 40 ans, où avez-vous mis votre bon sens, le simple bon sens qu'un citoyen peut avoir, et même une certaine forme de conscience par rapport à la réalité. Alors je m'explique, je vais entendre ici un grand intellectuel, mais je vous dis, vous pouvez venir avec moi discuter avec quelqu'un dans la rue, avec une personne âgée, elle pourrait vous décrire exactement la même chose que ce que vous venez de faire. Donc pour moi, vous êtes passé du côté clair de la force, je peux vous serrer la main, mais honnêtement, je me dis, sur quelle planète avez-vous pu vivre pour ne pas faire ce constat-là plus tôt, puisque vous avez dit que vous avez lu Dumont, je suppose que vous l'avez lu à cette époque. Oui. Je suis sidéré, franchement. Il ne faut pas être sidéré, il faut plutôt être content, non? Content, oui, mais je me dis que vous êtes un des rares. Alors, permettez-moi de continuer, alors si vous voulez bien, vous êtes un des rares à être passé de l'autre côté. Stiglitz l'avait fait à son temps, il avait fait aussi quelque chose où c'était simplement du bon sens et qu'on pouvait se demander. Alors quand je dis quelle planète, je vois bien le système un peu de bulle dans laquelle peuvent vivre des économistes ou des financiers, mais je me demande si vous êtes un des seuls à le faire, puisque 325 milliards de dollars viennent d'être distribués aux actionnaires, vous voyez, je ne sais pas comment les autres vont sortir de leur bulle. Mais écoutez, non, mais je respecte tout à fait votre point de vue. Je vais vous dire, je me suis fait plus d'emmerdement à publier ces bouquins qu'à ne pas le faire. Bon. Donc, si j'avais une vie peinard, je serais resté dans mes fonctions bancaires et je n'aurais pas fait ça. Mais je pense que ce qui s'est passé, et j'en parle dans ce livre d'ailleurs, je le dis, c'est que ma génération d'économistes, qui est d'ailleurs un peu trop occupée les médias, parce qu'on est toujours les mêmes, et je pense qu'il faut laisser la place maintenant aux jeunes, comme dans le domaine universitaire. Dans un an, j'arrête tous mes cours à l'université, il faut que des jeunes reprennent les choses. Voilà, parce qu'il faut un roulement, une jouvence naturelle dans les choses. En fait, l'économie est une discipline médiatisée qui est née dans les années 80. On parle peu d'économie avant. C'est vraiment dans les années 80 qu'on a commencé à médiatiser les économistes. Et donc, je fais partie de cette cohorte de gens qui sont nés avec le début du néolibéralisme. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'université. Et vous dites dans quelle planète on vit, je vais vous rassurer, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout favorisé. Donc je sais aussi dans la planète dans laquelle, je vous disais que je travaillais en usine pour payer mes études. Donc ce n'est pas comme si j'avais vécu dans des sphères comme ça, un peu nuageuses, pas du tout. Mais je pense qu'on a
on a été fortement influencé par ce démarrage néolibéral qui est celui qu'on nous a enseigné. C'est très difficile de sortir de ce qui vous a formé. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. C'est plus facile d'entretenir ses propres convictions sans les mettre en cause plutôt que de se dire « mais non, je me suis peut-être trompé ». Voilà. Mais je vais vous dire, dans le paysage politique belge ou européen, l'expression de mise en question du capitalisme n'a pas été faite par la gauche non plus, hein, que ce soit bien clair. N'a pas été faite par la gauche. Hein. Non, désolé. Hein. Non. Donc il y a eu une sorte de complaisance généralisée d'un système économique qui, au début d'ailleurs, nous a apporté beaucoup de croissance et maintenant nous créera des tensions sociales. Mais donc, il vaut mieux sortir de sa planète en disant « je me suis trompé et je le dis » et voilà, boum, plutôt que de dire « écoutez, j'en ai rien à foutre, j'aurais pas été ce soir avec vous, vous ne m'auriez pas interrogé ». Mais je pense qu'on y aurait perdu tant vous que moi, non ? Ma fille m'a dit la même chose il y a quelques années. Elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas laisser tu as un nom connu, utilise-le pour des bonnes causes ». Elle m'a interpellé, ma propre fille. Et ça, je me souviens de cette conversation qui m'a irrité quand elle me l'a dit. En disant, mais attends, c'est bon, quoi. Et puis je lui ai dit, non, elle a raison. Donc, comme vous avez raison maintenant. Alors, on va passer à la question suivante. Je sens que le discours peut continuer longtemps. C'est pas qu'il n'est pas passionnant. On peut continuer de débattre au bar après. Oui, voilà, tout à fait. Et je donne la parole pour une question qui va peut-être rebondir un peu par rapport à ce qui s'est dit. Oui. Alors, moi, je suis ravie de votre reconversion. En fait, j'ai été assez étonnée quand Raphaël vous a demandé, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, vous écriviez ce livre-là. Votre réponse a été, c'est une réflexion, c'est un raisonnement. Oui. Et je me dis, il y a des tas d'économistes, de financiers, de grands patrons, de politiques locaux ou nationaux ou internationaux qui sont également brillants. Pourquoi n'arrivent-ils pas à la même conclusion ? Pourquoi est-ce qu'ils ne poursuivent pas le même cheminement? Et alors, d'autant plus que vous l'avez un petit peu évoqué, on a d'autres outils pour organiser le monde. Vous avez parlé un petit peu de comptabilité qu'on pourrait qualifier écologique, qui prend en compte le fait qu'on pollue la rivière, donc les produits seront plus chers que ceux qui ne polluent pas. On a d'autres modes de gouvernance au niveau politique, on a déjà inventé notre système. Alors, tous ces outils existent et on n'arrive pas à cheminer jusque-là. Vous avez une explication? Écoutez, je vais vous dire, d'abord je vous dis, c'est le troisième d'une trilogie, ce livre. Le premier s'appelait Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme, qui est sans doute mon meilleur bouquin, mais il est arrivé un peu pendant le Covid et tout ça, et donc il est un peu passé. Puis j'ai écrit un autre livre qui a affiné, qui s'appelle Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent, et puis il y a celui-là. Et donc, j'ai dû déconstruire ma pensée. Mais je ne voudrais pas avoir raison. Parce que le pire, c'est de croire... Non, attendez. Le pire, c'est de croire qu'on a raison. Ça s'assimile à la dictature intellectuelle. Je pense qu'il faut du débat entre des personnes qui pensent de manière différente. Je pense par ailleurs qu'il y a eu une capture médiatique par des gens comme moi, qui sont allés sur les plateaux de télévision, les radios, les machins, etc., les TV, et que toute une série d'économistes qui sont plutôt des gens qui travaillent en chambre de manière très appliquée, parce qu'il y a beaucoup de gens très, très, très brillants dans tous les pays, dont ce pays, hein, en fait, n'ont pas été médiatisés, donc n'ont pas capturé. On est devenu un peu des hommes politiques, vous voyez, on s'est un peu pipolisé, et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, on doit débarrasser le plancher et qu'il y en a d'autres qui doivent venir. Et malheureusement, on a capturé pendant trop longtemps le débat. En même temps, dans un vrai débat, il ne faut pas que j'ai raison tout seul, surtout pas. Ce serait insensé. Mais je pense qu'il faut être en conscience du système dans lequel on est. Vous avez un accent un peu français, vous êtes peut-être française. Quand je vois ce qui se passe en France maintenant, eh bien, vous avez un président qui est en train de transposer un modèle anglo-saxon à vitesse rapide dans un pays qui, à mon avis, va être déstabilisé par cette histoire. En fait, il ouvre la porte à d'autres oppressions qui vont bientôt venir. Il faut simplement être conscient. Mais je ne vais pas avoir raison tout seul, surtout pas. Non, mais on pourrait espérer que d'autres suivent et soient éveillés par d'autres leviers. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais oui. Vous savez, l'économie, c'est pas une science. Hein. C'est un ramassis de...
C'est un ramassis d'intuitions, quelques équations, un peu de psychiatrie, de la sociologie, de la démographie, de la géographie, un peu n'importe quoi. Vous en faites une bouillie complète. Et puis c'est comme du café au lait. Hein. Une fois qu'on a mis le lait dans le café, on ne sait plus où est le lait ou le café. Et donc, c'est pas une science exacte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait en permanence d'autres personnes. Parce que les économistes sont des gens que réunit une seule chose, la curiosité. Et donc, il faut d'autres curieux arrivent. Et d'autres débats, d'autres confrontations. Mais le pire serait de dire que celui-là a raison contre tous les autres. C'est pas bon non plus. Parce qu'en plus, ça disqualifierait la profondeur de recherche de celui qui croit qu'il a raison. Si un type qui croit qu'il a raison n'est pas challengé en permanence, n'est pas défié par d'autres, ils ne sont pas d'accord avec lui, il ne va pas au bout de lui-même. Donc quand vous me posez la question très justement que vous avez fait pendant 40 ans, eh bien, c'est une bonne question. Je suis sidéré et inquiet et très critique sur la responsabilité des journalistes qui ne font vraiment pas leur boulot du tout. Et alors le gros problème, c'est l'école, où moi je suis partisan de tripler ou de quadrupler les salaires des profs. Mais écoutez, d'abord sur l'éducation, mes deux parents étaient enseignants. Donc moi j'étais baigné là-dedans, et ça fait 30 ans que j'enseigne à l'université, dans 7 universités, parce que je crois que c'est la seule façon dont on grandit une société. J'enseigne des matières techniques. J'enseigne pas d'idéologie, mais je pense que c'est important. Deuxièmement, je pense que vous avez très bien résumé les choses avec l'Homo sapiens. C'est la peur. Ce qui anime nos sociétés, c'est la peur. La peur du déclassement, la peur de la pauvreté, la peur de toute une série de peurs, et donc on devient des prédateurs, parce qu'on a peur. C'est pour ça, malheureusement, que je crois que l'aboutissement de grandes anxiétés collectives crée de la violence sociale. Et effectivement, dans l'État stratège, il y a un danger, c'est qu'en fait, l'État devienne autoritaire ou politisé ou manipulateur. Donc, vous avez raison. Votre appréhension du problème est correcte. Et en fait, on espère toujours avoir un Deus ex machina qui résout tout, venant de loin, etc. Il n'y a pas de Deus ex machina, ça n'existe pas, ces gens-là. Donc, oui, c'est un problème. C'est pour ça que je pense que quand je vois politiquement les deux dangers, c'est le chaos social et ou l'État répressif. Voilà. De nouveau, ce sont des intuitions que je partage avec vous. Je n'ai pas de formule pour le catégoriser ou les probabiliser, mais c'est ça que je sens. Oui. Merci Bruno pour ces réponses. Vous aurez encore une ou deux occasions de poser une ou deux questions. On essaiera de faire un tout petit peu plus pour la prochaine fois si on est parti jusqu'à minuit. Ça va être non, parce que, attendez, ne moque pas quand même. L'intitulé, donc, c'était Anthropocène, basculement, question environnementale et bière locale. On a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui produit une excellente bière à Ruhl. J'aimerais qu'on accueille pour 10 minutes Grégory Verel, s'il vous plaît, avec sous votre applaudissement, évidemment. Bonjour. Alors, je vais te trouver un micro. Oui, très bien. Attends, sieds-toi. Je parle faux. Je prends l'autre, s'il te plaît. Merci. Je vais un peu rebondir par rapport à ce qui a été dit avant. Quand tu parles de capitalisme, la définition que tu viens de citer, oui, clairement. Moi, je travaille avec un capital privé, c'est ma brasserie, je l'ai construite. Donc, il y avait cette envie d'autonomie, de pouvoir faire ça soi-même, de créer, et quelque part de s'assurer une forme de sécurité en faisant mon travail. Ce que je retire maintenant, avec les années, parce que ça fait maintenant 23 ans que je fais de la bière, c'est l'équipe qui est autour de moi, les gens qui travaillent avec moi et qui font que la bière existe et qu'elle soit, comment dire, que les gens l'apprécient. Et ça, c'est la plus grande chose que j'ai pu entreprendre dans ma vie, c'est ça. Et alors, je vais continuer à rebondir par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'on a vécu des belles années, des années d'enrichissement, même si je ne me suis pas enrichi de manière excessive. Je roule pas sur l'or, c'est pas le cas. Mais franchement, tout se développait, tout était serein. On empruntait, on remboursait. C'était vraiment très tranquille. Bon, il y a eu la première crise en 2008, qui a été indicateur de ce qui arrive encore maintenant, qui s'accentue fortement. Et donc là, on est dans une situation où l'aspect économique bascule
complètement et où on va être complètement déstabilisé. Et comme on l'a déjà cité, bon, on l'a déjà dit, les hommes n'aiment pas être déstabilisés. Donc ça, c'est par rapport à la bière. Bon, je dévie beaucoup parce que je ne suis pas en train de parler trop de la bière, mais j'ai envie de rebondir à ce qui a été dit auparavant par rapport à la peur de l'homo sapiens. Moi, je suis convaincu que les gens sont fort influencés par la peur, ça c'est une évidence. Mais je crois que la peur, elle est fortement liée à l'accroissement de l'individualisme. Oui. Et l'individualisme est lié est lié, à l'économie de marché, évidemment. Hein, c'est clair que bon, on a des points communs. On a tous les deux vécu un divorce. C'est très bien aussi pour faire tourner l'économie. C'est une réalité, je crois. Hein. Et comment dire, l'individualisme à outrance a créé la peur. Et je pense que si on veut trouver des solutions, c'est pas l'économie en tant que telle qui va les apporter, c'est ce changement de valeur. Et je pense que le retour à l'aspect coopératif, au fait que les gens puissent s'entraider, à la force collective, à l'intelligence collective, ça va faire partie des clés à venir. Et pour finir, et après je te laisse poser une autre question, il y a un jour, je me suis retrouvé en Bavière pour aller voir une nouvelle machine à acheter pour laver et remplir mes fûts. Et j'étais assez surpris, j'étais arrivé dans une Stadtbrauerei. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Et donc c'est une brasserie qui appartenait à la commune. J'étais assez surpris, j'étais en Allemagne, hein, qui me paraissait être un pays très axé sur l'économie de marché. J'avais une méconnaissance du sujet. Et j'arrive là, et donc je discute avec la personne qui m'accueille, qui était le directeur de production, et qui me dit que quand il devait acheter une machine, ben, ça passait par le conseil communal. Et j'étais je me dis, mais où est-ce qu'on est? C'est complètement dingue. Hein, tout à fait l'opposé de ce qu'on vit en Belgique, où on peut créer une entreprise, franchement, très facilement, où on peut très facilement se développer. Et là, je me dis, mais c'est très curieux. Et ça m'a interpellé. Et maintenant, des années plus tard, quand on est dans une situation actuelle, je me dis, tiens, mais pourquoi pas? Finalement, c'est une brasserie qui appartient à la collectivité. C'est une partie, et ça appartient à tout le monde. Et donc, ce modèle existe et fonctionne encore à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas un seul modèle. Il y a d'autres modèles qui peuvent exister pour faire de bonnes bières. Voilà, pour finir avec la bière. Est-ce que ce n'est pas un peu le modèle des communs, ce genre de choses? Si, mais... Est-ce que ce serait pas notre avantage d'y revenir plus? Non, mais il faut pas oublier que l'Allemagne est un pays qui est à la moitié protestant. Et les protestants sont beaucoup plus communautaires que les catholiques. Donc moi, je ne suis pas tellement étonné de ça. D'ailleurs, en Allemagne, ils ont un système qui est ce qu'on appelle le Mittelstand, qui est en fait des sociétés familiales entre les grands groupes, qui co-créent avec les grands groupes, système dont on aurait dû d'ailleurs s'inspirer en Belgique. Donc moi, je ne suis pas tellement étonné. Non, pas du tout. D'ailleurs, le mouvement écolo Grün en Allemagne a été le premier en Europe qui était dominant. Et donc, ces gens-là ont d'autres logiques, je pense. Ils ont réussi quand même à maintenir... Enfin, c'est assez intéressant de voir que les pays qui ont eu des miracles économiques, dus à la guerre ou après la guerre, sont des pays qui sont restés à l'écart du néolibéralisme. C'est incroyable, ça. Le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Rwanda, d'autres encore, qui ont vraiment connu au Rwanda pour des raisons qu'on connaît, qui ont connu des miracles économiques, sont des pays qui ne sont pas devenus néolibéraux, qui ont gardé des liens sociaux bien plus forts. C'est très interpellant de voir ça. Parce qu'il faut aussi s'intéresser aux réalités historiques des 40 dernières années. Et donc l'Allemagne est un pays qui a gardé une forte industrie, par exemple. Bon, maintenant, ils ont des problèmes énergétiques que tout le monde connaît, mais ils ont toujours été très, 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 très éloignés des thèses néolibérales. D'ailleurs, suite à la guerre, ils ont un système d'équilibre constitutionnel qui est extrêmement fin, compliqué, justement pour éviter les fougues du capitalisme. Très intéressant de regarder ça. Ben bon, oui. En montant sur scène, je ne pensais pas parler de ça. Si en parlant, j'ai repensé à ça. C'est très bien. On a parlé de conséquences environnementales, de basculement biodiversité, climat, etc. Tu as parlé de basculement économique. Est-ce que toi, dans ton activité quotidienne, tu sens déjà des effets de changement au niveau de tes matières premières, climat, impact du climat, quelque chose, ou alors c'est encore très éloigné et on a le temps de voir venir? Non, concrètement, il va y avoir des soucis. Ici, par rapport aux céréales, plutôt, on a eu un fort impact qui est réellement lié à la guerre en Ukraine, parce que c'est un pays producteur de céréales. Il y a eu évidemment de la spéculation. Parce que là, je vais prendre un exemple très simple.
Donc, au niveau de la fourniture du malt d'orge, je travaille avec une malterie belge qui se fait fournir par un marché de traders. C'est quelle malterie? Donc c'est la malterie d'Ingemans qui est située à Anvers. Et donc ils achètent leur orge qui doit être transformée après en malt à des traders. Donc voilà, donc ils ont besoin d'une telle quantité. Le marché est là, le prix est là, et par rapport à il y a 2 ans, il a doublé. Et comment dire, en comparaison, je travaille aussi avec de l'épeautre d'Ardennes. Et ça, ce sont ces 3 producteurs, agriculteurs en Ardennes qui cultivent cette épeautre. Et lui n'a pas augmenté de prix. Donc là, on se dit, bon, là, il y a quand même une réflexion à se faire. Ce serait peut-être intéressant de se dire que c'est peut-être de manière de travailler avec des producteurs en direct et quitter le marché. Oui. Et d'un autre côté, moi, je fais partie du marché parce que j'exporte ma bière, je suis en dehors de ma zone, je vends ma bière à des gens que je ne connais pas, mes bières sont vues par des gens que je ne connaîtrai jamais. Et il y a quelques années de ça, j'ai commencé à me dire, mais non, j'arrête ça, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à arrêter la grande exportation. Je fais encore de l'exportation. Je fais encore de la grande exportation au Japon avec un client avec qui j'ai beaucoup d'affectifs, donc je n'ai pas envie d'arrêter. Mais pour le reste, je me dis, il faut arrêter l'exportation. Et ça, j'ai eu la réflexion avant la crise énergétique. Et c'est maintenant que concrètement, mon idée de le faire, elle se fait tout à fait naturellement. Parce que mes bières maintenant coûtent de plus en plus cher pour être amenées loin, et donc finalement deviennent moins concurrentielles. Et après tout, je réfléchis, je me dis, je suis une petite brasserie locale, et je vends ma bière à 5000 km de chez moi. Ça n'a aucun sens. Et donc cette démarche maintenant, ok, je vais dans le sens de dire maintenant, il faut que je relocalise la commercialisation de mes bières et qu'elle soit plus vendue au niveau local. Mais malheureusement, la consommation de bière par habitant diminue. Donc il y a un moment, il faut accepter, se dire, bon, la croissance, le développement de ma brasserie, elle pourra se faire uniquement sur l'aspect qualitatif, en disant je préfère cette bière-ci à une autre bière, tout en ayant des moyens limités de marketing. Donc moi, j'aspire à une chose, c'est qu'on interdise la publicité pour les boissons alcoolisées, ce qui me permettra, moi, de mieux vendre mes bières, parce qu'on ne sera plus sur l'aspect qualitatif et local. Mais bon, c'est long, ça va être compliqué. Et une dernière réflexion que je vais faire par rapport à la bière, c'est qu'il y a 2 ans de ça, j'ai essayé d'imaginer de faire une bière zéro carbone. Donc pas comme Deleuze qui est zéro carbone, vraiment faire une bière zéro carbone, c'est-à-dire en n'utilisant aucune énergie fossile. C'est impossible. C'est impossible, on ne pourra pas, c'est impossible à faire. Ouais, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment impossible. Il faut imaginer que si vous, par exemple, vous faites votre grain vous-même, donc vous allez devoir préparer un champ manuellement. Vous allez devoir semer, vous allez devoir récolter. Après, vous allez devoir amener cette récolte jusqu'à la brasserie. Donc, il va, je sais pas, on va faire ça en vélo, ou je sais pas, enfin, trouver une solution. Après, il faudra malter ce grain. Après, il faudra chauffer de l'eau. Bon, là, on pourrait imaginer chauffer avec du bois. Donc, techniquement, la brasserie, il y a plus ou moins moyen. Enfin, globalement, il y a moyen d'arriver, et ça demanderait beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, arrive le moment où il faut mettre cette bière dans quelque chose. Et là, je vais mettre ça dans quoi? Si je dois mettre ça dans une bouteille en verre, pour produire la bouteille en verre, il m'a fallu de l'énergie fossile pour la produire, cette bouteille en verre. Si je mets ça dans un fût en inox, ce fût inox a dû être produit avec de l'énergie fossile. Donc, il y a un moment, on cale. Donc, ce qu'il faut être clair, c'est que dans la réflexion que je me suis faite là, c'est un peu pour illustrer le fait qu'on ne va pas arriver à une dépendance, une indépendance par rapport aux énergies fossiles, qu'on doit réduire notre dépendance à l'énergie fossile et que ça passera inévitablement par une diminution de la consommation et il y a des choix raisonnés. Voilà. Et j'espère que pour ma bière, il y aura encore suffisamment de gens qui vont la boire. Elle est très bonne. Merci. Et pour finir, d'un point de vue bilan écologique, la meilleure façon de boire ma bière, c'est de la boire au fût. Parce que c'est réutilisable un fût pendant au moins 20-25 ans. Et quelque part, boire ma bière au fût, c'est boire ma bière à plusieurs, c'est boire ma bière dans des cafés, dans des festivités, dans des activités comme aujourd'hui, même si elle n'est pas au fût aujourd'hui. Et quelque part, ça pourrait recréer du lien social. Bon, je peux rêver de ça, mais pourquoi pas? Merci Greg, en tout cas, pour cette perspective d'avenir. J'espère que tu en feras quand même longtemps de la bière.
Bah, j'espère aussi, mais j'espère encore faire d'autres choses. Hein. J'ai un fils qui est derrière, qui est intéressé. Donc. Excellent. Merci Greg. Alors, on a quand même vraiment malheureusement un souci de lumière. Oui, j'ai eu un décollement de la rétine pour ceux qui sont médecins, et donc ça devient vraiment très difficile pour moi. Voilà. Et sinon, on peut continuer au tout de bas. Hein, Ok, est-ce qu'on peut poser peut-être alors juste une dernière question? Oui, il y avait une question, bien sûr, de toute façon, je reste ici. Hein, et on finit au bar. Oui, bien sûr. Ce sera plus simple. Justement, je voulais parler d'État stratège, où dans ton livre, tu nous fais un peu rêver, où les politiciens actuels seraient dédiés au bien commun, à l'avenir, au long terme, et non dirigés par des intérêts personnels ou des carrières politiques, peu importe. Ça fait rêver, et c'est un peu l'idée qu'on se fait à la base de ce que doit être la démocratie et la politique. Pourquoi c'est pas le cas? Et deuxième question, tant que j'y suis, comme ça c'est deux en une, est-ce que le monde politique n'a pas abandonné son rôle de base aux lobbies et aux intérêts ou des conflits d'intérêts éventuellement? Mais je pense qu'en Belgique, on a insisté. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour les hommes, les femmes et les hommes politiques, parce que j'ai été moi-même directeur de cabinet de Renders il y a 15 ans. Et donc, c'est une vie très, très dure. Et j'en parlais tout à l'heure avec deux personnes. La vie locale est encore plus importante au niveau politique, parce que c'est vraiment là que tout se passe. Donc, ce sont des personnes qui sont dévouées, et je trouve injustement traitées, parce qu'elles sont... c'est une ascèse, hein, c'est une contrainte terrible d'être dans le domaine politique. C'est compliqué, en plus, comme métier. C'est extrêmement compliqué. Mais ce que je crois, bizarrement, c'est qu'on a dans ce pays, de manière assez sournoise, escamoté les chambres de réflexion. Par exemple, moi, quand je suis né dans ce pays, il y avait un système bicaméral, avec un Sénat, une chambre des représentants, etc. Donc il y avait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Le Sénat, encore récemment, j'ai vu maintenant qu'on voulait le supprimer complètement. Et donc, le danger, c'est une tendance qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est qu'on arrive dans un système où l'économie de marché ne s'accommode pas du tout du débat politique. Et l'économie de marché veut des pouvoirs uniquement exécutifs. Pas législatifs, un peu pas judiciaires, mais exécutifs. Et donc ce qu'on voit dans tous les pays, c'est que la nature de la trilogie des trois pouvoirs, judiciaire, exécutif et législatif, s'est modifiée au profit du pouvoir exécutif. Comme si le politique était là pour accommoder la marche des affaires. Je ne dis pas que j'ai raison, mais il faut y réfléchir. Mais quand je vois que nous avions un système qui avait été pensé par les pères fondateurs du royaume, qui était quand même pas tout à fait des abrutis, hein, un système d'équilibre en permanence, mais qu'on le disqualifie au profit d'une réaction politique immédiate et donc moins contrôlée, je pense qu'on est moins en état de démocratie qu'on a pu l'être il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et donc c'est là que se situe le danger. C'est qu'en fait la représentation démocratique de nos votes n'est plus la même valeur que ce qu'elle aurait pu avoir dans le passé. Et ça, c'est dangereux. Parce que si la démocratie belge est capturée par quelques présidents de parti, ça veut dire que ceux qui dirigent le pays ne sont pas exactement ceux pour qui on a voté. Et ça, c'est pas bien. Voilà, ça c'est mon sentiment brut de décoffrage. Et moi, je crois qu'il y a une intelligence collective gigantesque dans un pays et que la base de l'action politique, ce sont les représentants du peuple, locaux, régionaux, fédéraux, que sais-je, etc. Et pas les gens qui ont créé une particratie au-dessus de ça. D'ailleurs, il y a des présidents de partis qui ne sont élus par personne. Personne. Je ne sais pas par qui ils sont élus, mais ils sont élus par personne. Est-ce que ça, c'est normal ou pas? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Parce que moi, j'ai une vision de la démocratie qui est qu'on part du grand tout pour arriver à ceux qui nous représentent, et pas l'inverse. Hein. Voilà. C'est un peu... Voilà, ce sera peut-être repris ici ou ailleurs ce que je viens de dire, mais j'assume parfaitement mes propos. Et pour continuer à assumer tes propos, je propose du coup qu'on aille s'asseoir au bar. Voilà, et désolé pour mon problème oculaire, je n'en ai pas parlé, mais voilà, en tout cas, merci d'abord de votre écoute, de votre gentillesse, merci de votre accueil. Et voilà, j'espère qu'on a eu une écoute, un échange. En tout cas, ne retenez pas de cet exposé du pessimisme, mais juste l'expression d'un homme en questionnement et qui partage ses questionnements avec vous.
Moi, ça ne me dérange pas tellement qu'un type soit milliardaire. Si il met des personnes au travail dans des conditions normales. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si le capital n'est pas un capital de rentier, mais un capital qui est réinvesti dans l'économie. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que la personne qui a gagné de l'argent, c'est dans une logique protestante d'ailleurs. Le protestant américain ne vit pas de ses rentes, il réinvestit en permanence. C'est pour ça que les Américains sont une économie qui bouge tellement et rapidement. Donc, je pense que ce n'est pas une question de taxer. On peut toujours taxer, oui bien sûr, il faut sans doute un peu mieux taxer, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir combien de personnes sont mises à l'emploi au rythme de l'accroissement de la richesse du milliardaire. C'est ça qui est important. Oui, j'ai une sous-question, si vous voulez bien. Ces hyper riches surconsomment aussi et émettent en moyenne 2000 tonnes de CO2 par an. Question, comment légiférer à ce sujet? C'est très compliqué, mais d'abord vous avez raison, hein, il y a un véritable problème. Quand je vois que des milliardaires s'amusent à faire du tourisme spatial, on va quand même pas m'expliquer que le bilan de CO2 est positif. Et donc, j'avoue que ça reste une interrogation pour moi, c'est pourquoi est-ce que le désir de richesse à un moment conduit à devenir soi-même un voyou climatique? J'ai vraiment un problème par rapport à ça. Et ça reste, comme pour vous, une interrogation. On vit dans une économie qui est mondialisée. Et malheureusement, dans ce genre d'économie, légiférer sauf à un niveau mondial ne conduit à rien. Donc c'est véritablement un problème. C'est véritablement un problème, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas de solution, c'est on constate. Mais vous savez, c'est très ambivalent. Les gens sont tout émus de voir des types qui vont dans des fusées pour être en apesanteur, sans se rendre compte que c'est innommable d'un point de vue humain. Quel est le bénéfice de ça, sinon pour certains? Tout ça n'a aucun sens, aucun sens. Et donc, quand je vous dis qu'on doit retrouver des tranquillités, je pense que la première chose à faire, c'est en nous-mêmes se demander d'abord ce qui est excessif ou pas, et naturellement, on pourra créer une sorte de discipline collective. Mais c'est un rêve, ce que je vous dis maintenant. C'est un rêve complet. Bonjour. Donc voilà, ma question, c'est comment financer tous les énormes chantiers que les États devraient engager rapidement, partout à la fois, énergétiques, industriels, sociaux, démocratiques, etc., sans devoir passer par une dette perpétuelle non remboursée auprès de la BCE, par exemple. Et deux petites sous-questions. Comment éviter une poussée inflationniste très importante si l'argent est massivement mis sur la table, alors qu'on manque de matériaux, de main-d'œuvre et de temps? Et alors, deuxième sous-question, en admettant une sobriété choisie, où trouver la main-d'œuvre pour tous ces travaux? Mais je serais plus capable de répondre à votre première question qu'à la seconde. Donc, il est clair, contrairement à ce que certains disent, que l'endettement public sera la façon de financer la transition et la remédiation environnementale. C'est clair. Et que donc, la dette, elle est déjà perpétuelle. Vous savez, une dette publique qui est toujours perpétuelle, elle se refinance, elle ne se rembourse jamais. Elle va augmenter inéluctablement. Et donc, ça va sans doute créer à un certain moment un phénomène d'inflation, comme on le voit maintenant. Et donc, ce sera la perte de valeur de l'épargne qui va servir à rembourser la dette. En fait, nos dépôts bancaires, gros ou petits, c'est pas important, ont perdu en 2 ans et demi 20% du pouvoir d'achat. Et encore, à mon avis, c'est plus maintenant, parce que quand on voit les augmentations de prix dans le domaine alimentaire, pommes de terre et oignons, mais vous y faisiez référence, je ne sais pas où, monsieur de la brasserie, c'est quand même incroyable. Enfin, le panier normal d'un célibataire comme moi a augmenté quand même significativement. Enfin, j'aime bien les légumes, mais bon, quand même. Et donc, il y aura de l'inflation, et donc ça veut dire que de manière extrêmement étrange, c'est l'épargnant, par la perte de valeur de son épargne, qui va financer la dette publique qui elle-même sera un taux d'intérêt après inflation négatif. Ça, c'est mon prochain bouquin qui sera publié en France au mois d'octobre. Et donc, on est rentré dans un système où le capital sera en fait sournoisement appauvri par l'inflation parce que la dette publique va augmenter. Inéluctablement. Et donc, ceux qui racontent, j'entends, disent qu'il faut réduire la dette publique, etc., je le disais tout à l'heure, sont les mêmes que ceux qui disent qu'il faut baisser les impôts. C'est les mêmes, c'est pas compliqué, c'est les mêmes. Donc, et donc ça veut dire qu'ils veulent diminuer les dépenses sociales. Mais ils oublient de dire une chose, c'est que même si on diminue les dépenses sociales, c'est-à-dire qu'on met tous les retraités au lance-pierre, on aura un coût sociétal absolument gigantesque qu'on va devoir affronter. Donc on va devoir solder en quelques années, quelques 10-15 ans peut-être, 40 ans d'ingérence en matière de prévisibilité de ce qu'on a excessivement épuisé du capital terrestre, je veux dire. Voilà.
Alors, question suivante. Oui. Bonsoir. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être votre étudiante il y a à peu près 20 ans. Voilà. Vous avez réussi votre examen ou pas? Oui, très bien. C'est la première question à poser. Voilà. On parlait de produits dérivés à l'époque. J'étais à l'ULB. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Alors, ma question, voilà, je commence par que pensez-vous des modèles économiques différents? Par exemple, la donut économie. Voilà, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui fait son chemin, qui est suivi de plus en plus par des politiques aussi. Et donc, je trouve ça, voilà, prometteur. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Vous parliez d'économie de marché. Moi, je suis en train de faire le shift de mon entreprise vers une économie sociale et solidaire et de la sortir de l'économie de marché. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce qu'il faut pour que plus d'entreprises évoluent en ce sens? Et est-ce que c'est souhaitable et est-ce que ça sera suffisant? Donc la donut économie, c'est des trucs américains. Là, donc en fait, c'est montrer qu'il y a une limite environnementale extérieure et sociale intérieure. Et qu'on doit en fait être entre les deux du donut. Et donc je pense que c'est un concept intéressant, mais qui s'applique de facto. Quelque part, on est confronté à des contraintes extérieures et en même temps endogènes. Moi, je pense que la science économique est en train d'évoluer fortement parce qu'on est en train de s'écarter d'un modèle essentiellement spéculatif. Que progressivement, on intègre dans les modèles économiques ce qu'on appelle les communs, les externalités, des choses comme ça. On n'est pas très 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 loin encore, mais je pense que ça va arriver. Mais donc, si vous-même, vous passez d'une économie qui est en transition, d'une économie capitaliste vers une économie plus solidaire, immanquablement, enfin, je crois que ça devra passer par un abandon de rentabilité. Et en fait, c'est ça la question. C'est que quand on a des dangers gigantesques autour de nous, on ne peut pas s'imaginer avoir le même bien-être personnel comme un consommateur ou un investisseur comme vous qu'auparavant. C'est juste pas possible, c'est tout. Pourquoi pas? Et en fait, on se rend compte avec un peu d'effroi qu'on a pendant, ce que je vous ai dit comme étudiante il y a 20 ans, c'est que j'enseignais ces modèles, donc je l'assume complètement, parce que je lui ai dit que je le faisais d'ailleurs. C'est qu'on a en fait emprunté par cette espèce de caractère spéculatif de l'avenir des ressources dont on s'imaginait qu'elles étaient renouvelables, et maintenant on sait qu'elles ne le sont pas. Donc ça veut dire qu'on va devoir abandonner une partie de ce qu'on a, de ce qu'on croit posséder, ou en d'autres termes, on est beaucoup moins riche de ce qu'on a qu'on ne le pense. Et c'est ça qui est le danger d'ailleurs. Je reviens à cette idée qui a été soulignée plusieurs fois, c'est qu'à un moment, la peur de manquer conduit à la prédation. C'est-à-dire qu'on devient d'autant plus prédateur qu'on a peur de manquer. Qu'en fait, on croit que ces problèmes, ça va toucher les autres et pas soi-même. Mais quand on voit les inondations il y a 2 ans, du 14 juillet, je pense, ou du 21 juillet, je ne sais plus quel jour c'était, mais bon, comment 20-21, c'est bien ce que je pensais, c'était la fête nationale. Mais ça touche quand même des personnes qui à un moment étaient en déshérence de... Et on a dû, à juste titre, les aider collectivement. Donc on a des véritables problèmes devant nous. C'est pour ça que je crois qu'on va rentrer dans des sociétés qui, qu'on ait envie ou pas, vont devenir plus égalitaristes. Et peut-être aussi plus répressives. Voilà. Mais ça me trotte en tête depuis 15 ans, cette histoire, sans être capable de l'affirmer. Voilà. Alors, une question suivante. Bonjour. Ma question, elle est plus sur une grande thématique qui est le net zéro, dont on entend beaucoup parler actuellement. On se veut aussi dans ma société d'être net zéro en 2030. C'est une grosse partie de greenwashing, comme on l'entend souvent aussi. Quelle est un peu votre opinion sur cette partie net zéro, ou quelque part, un peu comme le dit M. Jancovici, en gros, on passe la balayette en payant simplement la compensation carbone pour une grande partie, et où les efforts sont souvent assez minimaux. Jancovici, avec qui j'ai déjeuné d'ailleurs en septembre ou en octobre, lui c'est un protagoniste de l'énergie nucléaire. Et moi je pense qu'il a raison. Parce que l'épouvantail de la catastrophe du déchet nucléaire est quelque chose qui n'a pas encore été démontré. Et en fait finalement les écolos, avec toutes les bonnes intentions qu'on peut leur prêter, ont engagé un mauvais débat, mal réfléchi, mal résolu par eux. Et ça ne veut pas dire pour autant que le tout nucléaire doit nous conduire à surconsommer, parce que ça n'a pas de sens. Mais je pense que le nucléaire sera la seule méthode pour sécuriser une transition pendant 10, 15, 20 ans. Voilà. D'ailleurs, l'Europe le dit elle-même. Donc il y a eu un grand changement idéologique à ce niveau-là.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bonsoir. Il se fait que nous avons le même âge et que nous avons fait les mêmes études. Vous à Solvay, moi à Louvain-la-Neuve. Et donc c'est pas la même chose. Si, parce que nous avons été déformés de la même manière. Ma question concerne, puisque notre producteur de bière a évoqué l'Allemagne tantôt, vous connaissez très bien le système allemand de cogestion. On en est très très loin en Belgique. Ne pensez-vous pas que ce serait un bon système, ou en tout cas un meilleur système pour éviter la dérive capitaliste, hein? Et deux, est-ce que c'est transposable à la Belgique? Écoutez, c'est une question que je me suis posée très souvent. Ma conclusion, parce que j'ai écrit plusieurs livres dans le domaine, c'est qu'il y a des différences de typologie très fortes entre les sociétés de nature luthérienne et catholique. L'Allemagne est pour partie luthérienne, on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a cette idée de la congrégation luthérienne qui est transposée dans les systèmes de cogestion, qu'on ne connaît pas dans les sociétés catholiques qui sont beaucoup plus individualistes. Je ne parle pas de la réforme calviniste qui a migré de Suisse vers la Hollande, vers le Royaume-Uni, vers les États-Unis. C'est un autre capitalisme. Mais le capitalisme qu'on qualifie de rénan, du Rhin, qui en fait trouve son origine dans ce qu'on appelle l'école économique de Fribourg, qui a donné donc à... Et l'ortholibéralisme, c'est quoi? C'est du libéralisme ordonnancé, de nature libérale mais contrainte par l'État. Ça a conduit à ces systèmes de cogestion qui marchent très bien en Allemagne. Mais je pense que si on le transposait du jour au lendemain en Belgique, ça n'irait pas parce que notre arrière-plan religieux, culturel n'est pas préparé, je pense. D'ailleurs, il y a eu dans les années 73-74, puisqu'on a le même âge, on était jeunes à l'époque, et plus fringants qu'aujourd'hui, mais il y a eu l'affaire LIP. Vous vous souvenez, LIP, les montres LIP, avec cette tentative de cogestion qui a duré 1 an ou 2, qui a échoué sous Pompidou. Mais non, c'est compliqué, je pense. Mais l'Allemagne est un modèle très intéressant. Paul Manet l'avait dit, je vous vais prendre référence sur l'Allemagne, quand on voit le Mittelstand allemand, qui ont en fait des entreprises entre les grosses, qui co-créent avec les grosses et travaillent parfois pour des concurrents. C'est un système, une articulation extrêmement intéressante, je trouve assez fascinante. Mais bon, l'arrière-plan est différent. Et puis la guerre a changé les choses parce que les entreprises ont dû quitter l'Allemagne de ce qui était la RDA à l'époque pour aller plutôt à la région de Munich. Et donc ça, voilà, il y a plein de facteurs spécifiques à l'Allemagne qui peuvent l'expliquer. Rappelons-nous quand même que le premier système de sécurité sociale, c'est Bismarck qui l'a inventé. Hein. C'est Beveridge après en Angleterre en 1946, mais c'est Bismarck. Hein. Donc Bismarck avait imaginé la cotisation pour la retraite. Beveridge a été plutôt une allocation universelle. C'est un autre dépassant. Alors, il reste encore quelques questions, si c'est OK pour vous, Monsieur Coleman. Alors, je vous passe le micro. Bonsoir. Alors, ici, vous êtes proche de Luxembourg, où il y a un secteur financier qui est assez hypertrophié. Ma question, c'était, est-ce que le secteur de la finance sera un moteur, un spectateur ou un frein du basculement écologique ou économique? Et si oui... Il sera un acteur. Je pense que les banques qui sont vraiment le... Enfin, c'est vrai que les banques, c'est particulier, elles sont privées pour la plupart, mais elles manipulent un bien public, la monnaie, qu'ils contribuent à générer. Et donc je pense que les banques vont être des acteurs de la transition, on verra dans plein de domaines, en matière de droit de crédit, en matière de financement immobilier, que sais-je, en matière de transparence. Donc les banques seront en fait plus étatisées dans le futur qu'aujourd'hui, certainement. Voilà. Et ça a commencé à juste titre en 2008, quand les emmerdements ont commencé. Moi aussi j'ai des soucis de Dieu. Il y a un ophtalmologue ici. Oui, j'en ai sans doute besoin. C'est vous? Voilà, vous avez parlé de la consommation, un petit peu en tant qu'une réaction en fait impulsive à la peur, au marketing, ce genre de choses, la crainte à une espèce d'instabilité. Si on était plus tranquille, on consommerait moins. Moi, je me posais la question, en fait, je me disais, est-ce que le train de vie qu'on mène, en général pour éviter la précarité, donc le fait que dans un foyer, ce soit les deux personnes d'un couple qui travaillent, qui donc doivent prendre chacun un véhicule, on n'a pas le temps d'aller, je sais pas moi, chez les petits producteurs, on fait nos courses dans un seul endroit, etc. Donc en fait, le fait qu'on travaille tous les deux avec ma compagne, on a l'impression que ça nous prive un peu d'une certaine liberté et que finalement on est obligé de rentrer dans des logiques de consommation. Ce rythme de vie impose une consommation que sans doute on n'aurait pas si on n'était pas obligé de travailler
tous les deux. Alors je ne dis pas ça, donc il y a l'homo sapiens qui est fainéant, etc., dont parlait monsieur tantôt, mais est-ce que si au niveau de l'emploi, on travaillait moins d'heures par semaine, est-ce que ça aurait en effet positif sur la consommation, et est-ce que c'est, selon vous, possible qu'on ne soit pas obligé de tous bosser 40 heures semaine? Voilà. Mais, non, mais vous avez raison, mais en même temps, on ne peut pas quand même nier l'épanouissement des femmes. Hein. Moi, j'étais né à une époque où les femmes travaillaient. Comment? Non, mais la femme, le combat de n'importe qui, c'est pas important. Mais je pense que chacun doit avoir la liberté de travailler, c'est bien comme ça. Mais je pense que vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est que malheureusement, le fait d'avoir 2 revenus maintenant, parfois ne permet même pas de s'en sortir. Hier soir, votre question est interpellante parce que hier soir, je vais me promener pendant 1 heure tous les jours parce que j'aime bien me ressourcer dans la nature. Et je rentre chez moi, habite en bas de chez moi un médecin et sa femme, qui sont tous les deux à l'hôpital universitaire de Saint-Luc. Donc c'est des gens quand même. Il m'a dit voilà, mais nous on n'arrive même pas avec 2 salaires à pouvoir se permettre un emprunt pour acheter une maison, ce qui n'est pas normal. Donc il y a des problèmes d'inégalité, même au démarrage de vie, et qui sont aggravés par ce que vous venez de dire exactement maintenant. C'est un problème. Mais je ne sais pas comment on résout ce problème, hein, honnêtement. Parce que si vraiment ce qu'on voit aux États-Unis est 20 ans avant ce qui arrive chez nous, alors on a des sociétés américaines qui vont devenir beaucoup plus prédatrices et violentes. Et en fait, où le risque de tomber est plus important. Et c'est pour ça qu'heureusement en Belgique, on a un État social. Alors, on appelle ça l'État-providence, c'est une notion anglaise, welfare state, un truc en... mais l'État social, c'est très important. Ça permet au moins aux personnes qui sont en difficulté d'avoir un filet de sécurité. C'est super important. Et les gens qui veulent déconstruire ça sont des fous furieux, quoi. Des fous furieux. Et il y en a dans ce pays, des fous furieux. Il y en a, hein. Parfois plus proches qu'on croit que de nous. J'ai encore prendre une question. Voilà, bonsoir, merci. Ma question, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens se posent. On a de plus en plus tendance à mesurer notre empreinte carbone. Oui. On essaye de la réduire. Souvent, c'est du côté aérien que ça se passe. Alors, est-ce que c'est normal qu'on achète des billets d'avion si bon marché? Ça, c'est évidemment quelque chose qui est une erreur de marché, quelque part. Donc, finalement, est-ce qu'on a nous-mêmes la capacité de s'auto-réguler ou est-ce qu'on a besoin de l'État pour passer par des taxes sur le kérosène, des taxes climatiques et autres? Eh bien, moi, je crois qu'on n'arrive pas à s'auto-réguler. Ni les humains, ni le capitalisme ne sont de nature à s'auto-réguler. Pas du tout. Parce que, comme disait Adam Smith, qui est un des penseurs que je faisais référence tout à l'heure, l'économie, c'est la somme des égoïsmes individuels. Par contre, si un jour, on devait payer notre... D'abord, je ne suis même pas sûr que ce soit les tickets d'avion, les avions qui soient plus grands pollueurs. Moi, je crois que les problèmes d'agriculture sont plus importants et d'habitat, largement plus importants. Mais je pense que si on payait les choses, le vrai prix, tenant compte de ce qu'on appelle les externalités, on paierait beaucoup plus cher. Et donc, on partirait peut-être pas 3 fois à Marbella, mais une fois en train ailleurs. Mais non, vous n'avez pas vraiment raison. Mais en même temps, il faut quand même aussi de la bienveillance sociale, parce qu'il y a des personnes qui ont des vies complètement abrutissantes et qui ont besoin d'avoir, avec les faibles moyens financiers qu'ils ont, de droits à des loisirs aussi. Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'on en arrive à une situation où seuls les riches sont capables de prendre l'avion, c'est pas juste non plus. Donc c'est très compliqué comme débat. Voilà. Merci Monsieur Coleman pour toutes ces questions. Je vais juste laisser la parole à un responsable de la monnaie locale qui va faire un petit commentaire. Merci. Je me permets juste un petit commentaire. Donc, M. Coleman a dit que c'était les banques qui créaient la monnaie. Les monnaies locales peuvent également créer de la monnaie. À l'Épis-Lorrain, on a ainsi pu créer 180 000 € en monnaie qu'on a donc investi dans des coopératives locales, affinités sociales et ou environnementales, c'est selon. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par en savoir plus, vous avez devant vous un flyer qui liste les avantages et les inconvénients de l'ardoise. Le flyer se trouve également à l'entrée. L'ardoise a listé 5 avantages. À l'Épi, on a réussi à en trouver 10. Donc voilà, si à la fin de la soirée, vous êtes intéressé par en savoir plus, je suis à la table. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, félicitations, parce que quand je suis arrivé, j'ai pris votre flyer, qui est dans mon cartable. Et donc, ça m'a toujours fasciné, parce que l'inventeur
enfin le vrai inventeur, théoricien des monnaies locales, c'est un type qui était en fait allemand et belge en même temps. Il s'appelait Silvio Gesell, il était né à Saint-Vith en 1862 et il est mort en 1946, je pense. Et c'est l'homme qui a théorisé ce qu'on appelle la monnaie fondante. Et le seul livre qui a été écrit en français sur la matière, c'est moi qui l'ai fait il y a l'année passée, ou il y a 2 ans, la monnaie fondante, qui est en fait l'explication de son système de monnaie parallèle et comment ça fonctionne. Donc félicitations d'avoir lancé ça, parce que c'est une méthode. Vous connaissez Silvio Gesell ou pas? Vous n'avez jamais entendu parler? Regardez qui c'est, parce que c'est l'homme qui a inventé le concept, qui est à la base de voilà, toute la trame de raisonnement. Mais si vous tapez mon nom et Silvio Gesell, vous verrez tous les articles que j'ai publiés là-dessus en accès libre sur Internet. J'ai beaucoup publié là-dessus. Voilà. Merci en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne bière. Merci Bruno, merci beaucoup. Alors, je m'étais juste lancé un tout petit défi avant la soirée, c'est de prendre un selfie avec toi et avec le public derrière. Est-ce que tu es d'accord ?